La semaine prochaine, j'interviendrai moi-même pour parler d'un sujet compliqué à simplifier, à savoir la monnaie, la banque, les cycles économiques, l'euro, etc., etc. J'essaierai de faire quelque chose d'assez simple, mais un peu en préambule et en récapitulatif de toute une série de thèmes que j'ai précédemment apportés. Je pensais qu'il était bon d'avoir aujourd'hui une vision construite de ce qu'était l'école autrichienne d'économie. J'en parle, je picore. D'une façon générale, d'ailleurs, j'essaie plus d'expliquer l'économie en picorant. Chez Ricardo, chez Hayek, chez Adam Smith, ce qui m'apparaît intéressant. Et en négligeant au passage des choses qui ont vieilli ou qui n'ont pas tellement d'utilité aujourd'hui. S'agissant de l'école autrichienne d'économie, c'est un peu particulier, parce que je pense qu'il y a une très grande modernité au travers de l'école autrichienne d'économie. C'est-à-dire que la vision, les prix, c'est de l'information, ça colle assez bien avec la grande mutation, notre entrée dans la civilisation de la connaissance et donc du savoir numérique. Et je crois que c'est du côté des pistes de l'école autrichienne qu'il y a le plus de modernité. Et au-delà des petits emprunts que je fais ici et là, il était bon d'en avoir une présentation cohérente. Et pour cela, je pense que Gérard Andréan était bien placé. Et il nous a livré une conférence très simple, mais il est capable de faire, toujours simplifié, mais d'aborder des choses beaucoup plus complexes que l'activité de pizzaiolo qu'il nous a servi, en parlant de ce qu'il connaît mieux que beaucoup, en tout cas mieux que moi, l'école autrichienne d'économie. Je vais lui passer la parole. Je vous quitterai moi-même un petit peu avant, parce que à la suite du décès de Margaret Thatcher, quelques radios ou télévisions m'ont pensé que je pouvais être un témoin intéressant, et j'ai pensé, au moins sur la télévision, que mon point de vue méritait d'être entendu, d'autant que je suis à peu près persuadé qu'il ne sera pas partagé par beaucoup. Donc vous m'excuserez, et en attendant, je passe la parole à Gérard Andréan. Sur quelle chaîne? Monsieur BFM TV. Oh, merci Alain. Comme tu le disais, une des difficultés de l'exercice aujourd'hui, c'est que l'école autrichienne, vous en avez déjà entendu parler, vous en entendrez encore parler. On vous a présenté certaines de ces thèses, on vous en présentera d'autres dans ce cycle, sans nécessairement les identifier comme telles explicitement, et sans nécessairement les relier les unes aux autres. Alors, je voudrais essayer de vous donner une vue générale aujourd'hui, mais sans répéter ce qui a été dit ou ce qui sera dit, plutôt en essayant de situer cette école de pensée dans le temps long de l'évolution de la pensée économique. Donc, d'où elle vient, cette pensée, d'où elle est partie, qu'est-ce qui existait avant, à quoi s'est-elle confrontée, où en est-elle maintenant, et qu'est-ce qui peut-être et quel peut être son avenir. Si vous interviewez aujourd'hui un étudiant en économie, d'ailleurs c'est amusant, il doit y en avoir dans cette salle quelques-uns, donc ils vont pouvoir vérifier, quoiqu'ils sont un peu particuliers ceux qui sont dans la salle aujourd'hui. Donc ils répondront peut-être pas au portrait que je vais en faire. Mais si vous interviewez aujourd'hui un étudiant en économie moyen, disons, pas le genre de ceux qui assistent à ces exposés, et que vous lui demandez qu'est-ce que c'est que l'école autrichienne, alors il vous dira c'est une école de pensée qui est maintenant périmée, qui a été lancée, enfin ils sauront certainement vous parler de Menger, hein, le premier en haut et à gauche là, qui avec deux autres économistes qui s'appellent Jevons et Walras, dans les années 1870 a créé ce qu'on appelle le marginalisme.
mais il considérera au fond que les trois ne font qu'un seul, et il ne saura pas trop vous dire ce qui les distingue l'un de l'autre, si bien qu'il pensera que l'école qu'a créée Menger, qui est donc l'école autrichienne, qu'on a appelée comme ça depuis, n'est jamais qu'une petite variante mineure de ce qu'on appelle aujourd'hui le marginalisme. Alors le même étudiant aura sans doute entendu parler de Hayek, celui qui est en bas et à droite, mais il vous dira sans doute que c'est un dangereux ultralibéral qu'il vaut mieux oublier. Alors il ne saura probablement pas mettre un nom sur les deux du milieu, qui sont, disons, le chaînon, enfin pas les chaînons manquants, en fait, qui forment le lien intellectuel entre Menger et Hayek. Le moins connu des deux, c'est le deuxième à partir du haut. Est-ce que quelqu'un saura le reconnaître ici? Eugen von Böhm-Bawerk. On en reparlera tout à l'heure. Et je ne sais pas combien sauront reconnaître le troisième, qui est pourtant mon favori, et probablement le plus important, enfin le plus important, c'est une question de goût, qui est Ludwig von Mises. Alors, ce que je vous propose, c'est de quitter cette perspective qui consiste à se placer aujourd'hui dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, et on vous dira que tout ce qu'il y a de bon dans l'école autrichienne, de tout ce qu'ont fait ces quatre personnages, tout ce qu'il y a de bon a été complètement intégré dans ce qu'on appelle le mainstream, la théorie orthodoxe, que le reste est bon acheté, et que donc ça n'est pas la peine d'étudier en tant que tel l'école autrichienne. Je vais essayer de vous montrer, vous donner un tout autre regard, une toute autre description, en prenant l'ordre chronologique tout bêtement, et en déroulant en quelque sorte la création de cette école et son évolution au fil du temps. Vous verrez que c'est un roman par certains côtés qui est assez intéressant. Alors, puisque cette école date de Menger et d'un livre qui a été publié en 1871 et qui s'appelle Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, il faut y arriver, hein, c'est-à-dire traduit par les principes d'économie politique, plaçons-nous en un peu avant, si vous voulez, 1865, disons, et rencontrons à Vienne, qui est la capitale de l'Empire austro-hongrois, ce qui est autre chose que l'Autriche. Hein. L'Empire austro-hongrois, c'est l'une, bon, je ne sais pas si c'est la plus grande puissance d'Europe, mais on peut le dire, enfin avec la France et l'Angleterre. C'est une très grande puissance. Vienne est un foyer intellectuel particulièrement actif. Et à Vienne, en 1865, il y a un jeune journaliste, il a 25 ans, il s'appelle Karl Menger, il vient de faire des études de droit, et le peu d'économie qu'on apprend à l'époque, on l'apprend dans les facultés de droit. Il est journaliste, il travaille tantôt pour le gouvernement, tantôt il est pigiste sans doute, quoi. Il travaille tantôt pour des journaux viennois, tantôt pour le gouvernement. Et il se prend de passion pour l'économie. Il se dit, tiens, voilà un sujet qui est très intéressant, l'économie. Je vais me mettre à lire tout ce qui existe sur le sujet, tout ce que je peux trouver. Et c'est ce qu'il fait. Donc il lit énormément toute la littérature de son époque. Il continuera d'ailleurs toute sa vie, il laissera une bibliothèque qui est absolument gigantesque. Il publie, donc il en fait, en 1871, ce livre, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, qui, à l'époque, finalement, ne fait pas énormément de bruit, il faut dire. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce livre? Et d'abord, quel est l'environnement intellectuel de l'époque dans le domaine économique? Alors, voyons, il faut que j'arrive à me servir de ça. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Alors là, je vais construire devant vous tout un schéma important où un certain nombre d'auteurs sont représentés chacun par une flèche pour bien les situer les uns par rapport aux autres. Le bord droit de leur photo, oui, c'est ça. Le bord droit de leur photo est aligné sur leur date de naissance. Donc vous voyez que Menger est né en 1840 et a effectivement 25 ans en 65 et 31 ans quand il publie son livre Les Grundsätze. Et puis, ma foi, il meurt en 1921 et je cite ici un autre, son deuxième ouvrage majeur,
qui est les Untersuchungen über, je ne sais plus quoi, traduit en français par les recherches sur, attendez, il faut que je retrouve ça, Untersuchungen über die Methode des Sozialwissenschaften und der politische Ökonomie insbesondere, c'est-à-dire enquête, recherche sur les méthodes des sciences sociales et en particulier sur l'économie. On va y revenir tout à l'heure. Alors, voilà, si vous voulez, ce qu'il a fait. Alors, quel est l'environnement à l'époque? L'environnement à l'époque, c'est évidemment les classiques. Hein. Les classiques qui se répartissent, on le verra, c'est important, en deux familles. Il y a les classiques anglais et les classiques français. Alors, les classiques anglais, vous les connaissez, je pense tous. C'est le premier de tous, Adam Smith, puis Ricardo, puis John Stuart Mill. Les classiques français, en gros, c'est Turgot, Say et plus récemment Bastien. Ces classiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu essayer de comprendre le monde économique autour d'eux. Ils ont commencé avec Adam Smith au moment où le monde économique devenait compliqué. Au moment de la première révolution industrielle, jusque-là, bon, il n'y avait pas vraiment de graves problèmes. Hein. Ce qu'on appelait les économistes se posaient en gros la question du prêt à intérêt et comment faire pour que le roi gagne autant d'argent que possible et que le trésor royal soit aussi gros que possible. C'est ce qu'on appelait ça les mercantilistes, le deuxième. Les classiques, ils ont pris la suite de ce qu'on appelle les physiocrates, qui ont dit c'est pas tout ça, mais en économie, il doit, comme partout, y avoir des lois générales qui s'appliquent à tous les cas. Alors ils ont regardé autour d'eux, ils ont constaté qu'évidemment le monde économique, les phénomènes économiques étaient extrêmement complexes, et ils ont, j'allais dire bêtement, non pas bêtement, ils ont appliqué la bonne vieille méthode de Descartes. Quand on se trouve devant un système compliqué, ben on le décompose en autant de parties qu'il est nécessaire pour bien le comprendre. Et donc, ils ont essayé d'isoler les différents phénomènes qui sont à l'œuvre dans le fonctionnement du système économique. Ils ont essayé de comprendre les lois qui régissent ces phénomènes pris un par un, et essayer de les décrire, de façon à ensuite pouvoir reconstruire le système. Et c'est en gros ce que tous ont fait. La méthode pour laquelle ils sont arrivés, elle a été pratiquée de façon inconsciente, disons par exemple par Adam Smith, mais elle a été décrite en détail par Jean-Baptiste Say, elle a été décrite en détail par John Stuart Mill et par d'autres auteurs classiques. La méthode, elle est toujours celle-là. On regarde ce qui existe d'abord, on observe, ensuite on analyse, on comprend chaque élément et ensuite on essaie de reconstruire. Et c'est ça que Menger a essayé de faire. Bon. Or, à la même époque, il y avait, très proche de Menger, il y avait en Allemagne une autre tendance, qu'est-ce qu'on appelle l'historicisme. Il y avait un certain nombre d'économistes qui disaient « tout ça, c'est pas intéressant ». Si vous voulez. C'est pas intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder les situations historiques telles qu'elles se présentent et regarder les caractéristiques propres de chaque situation historique. Alors, il y avait là-dedans beaucoup de nationalisme. Les Allemands et les économistes allemands, les intellectuels allemands en général, n'admettaient pas très bien que l'économie soit dominée par les classiques anglais et français. Et puis par ailleurs, il y avait aussi cette idée que il n'y a pas vraiment de loi générale de l'économie. L'économie, elle doit être ce que le pouvoir décide qu'elle est. Et les lois de l'économie ne sont pas les mêmes, suivant les périodes. Alors, on retrouve là, si vous voulez, c'est un peu le précurseur de, je dis pas de Mélenchon, peut-être pas de Mélenchon, mais surtout de son conseiller économique. Ah, il faut que je fasse gaffe. En fait. De son conseiller économique, Jacques Généreux, vous savez, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Nous, on peut ». Les autres, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais eux, ils peuvent. Hein. Et alors on trouve cette idée encore maintenant chez d'autres auteurs en disant que, au fond, il n'y a pas de loi générale qui oblige certains actes à avoir certaines conséquences obligées. Il suffit de vouloir faire quelque chose, et quand on est le pouvoir, quand on est le président de la République, n'est-ce pas, par exemple, et ça marchera nécessairement de par le simple fait que le pouvoir le veut. Quelqu'un a dit ça il n'y a pas très longtemps, un certain François, a tenu des propos qui ressemblaient étonnamment à ça. Voilà les historicistes, ce qu'ils disent. Alors, Menger, lui,
il est intéressant de regarder ce qu'il dit dans la préface des Grundsätze. J'ai extrait cette phrase en la décomposant. Dans ce qui suit, alors ici, ça doit être la deuxième page, je crois, la troisième page de sa préface, j'ai essayé de réduire les phénomènes complexes de l'activité économique humaine aux éléments les plus simples, ah tiens donc, c'est la méthode cartésienne, qui puissent encore être soumis à l'observation exacte. Il ne s'agit pas d'inventer des choses qui n'existent pas. Hein. Il s'agit d'observer ce qui existe, d'être bien sûr qu'on l'a compris, d'appliquer à ces éléments la mesure qui correspond à leur nature, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure je peux les caractériser, et en adhérant à cette mesure, donc, d'étudier la façon dont les phénomènes économiques plus complexes résultent de leurs éléments en accord avec des principes précis. Autrement dit, il affirme là, il existe des principes précis qui s'appliquent à tous les phénomènes économiques. On retrouve d'ailleurs quelque chose, il y a une phrase de Frédéric Bastiat dont on a parlé, que j'aime beaucoup, je ne sais pas que je l'ai là, je vais vous la citer de mémoire. Il dit quelque chose comme les phénomènes économiques, ça paraît extrêmement compliqué, parce que tout agit et réagit l'un sur l'autre, mais quand on y regarde de près, non, je ne l'ai pas, je crois. Mais quand on y regarde de près, finalement, les phénomènes élémentaires sont extrêmement simples. Tellement simples qu'on hésite à les présenter parce qu'on risque de lasser l'auditoire et de passer pour un demeuré. Hein. Et pourtant, seule leur recomposition pose des problèmes. Mais les phénomènes élémentaires sont très simples. Donc voilà ce que veut faire Menger. Et en faisant ça, il est dans le droit fil de Say, de Bastiat et d'autres. Et donc il dit face aux historicistes, il dit, si, il existe des lois qui s'appliquent à tous les phénomènes économiques. Simplement, l'économie, la discipline économique se divise en deux parties, comme d'ailleurs toutes les sciences humaines. Il y a d'une part l'histoire et d'autre part la théorie. L'histoire, c'est l'étude des événements singuliers. Et effectivement, chaque événement singulier peut être étudié comme tel, et rattaché à d'autres événements singuliers, etc. Il y a l'histoire. Et puis il y a la théorie, qui est les règles générales qui s'appliquent à tous les événements particuliers. Alors, maintenant, reste à savoir s'il existe des lois générales. Ce qui est un autre problème, évidemment. Pour Menger et ses successeurs, oui, il en existe. Alors, voilà ce qu'il dit. Alors ça, c'est le début de ce qu'on appelle la Methodenstreit, la querelle ou la guerre des méthodes, qui a duré assez longtemps entre donc Menger d'une part, et d'autre part l'école historique allemande. Hein. Et à l'époque, l'économie dans les milieux germanophones était entièrement dominée par l'école historique, et donc Menger, l'apport de Menger en Allemagne est passé pratiquement inaperçu. Et on n'en a pas tellement parlé. Alors, maintenant, quel est son rapport avec les classiques? J'ai dit tout à l'heure qu'il avait, au fond, prolongé, sur le plan méthodologique et épistémologique, il avait prolongé le programme des classiques. Mais, parmi les classiques, il y avait deux tendances. Quelquefois, on a tendance à oublier l'une des deux. Il y avait d'une part les classiques anglais. Les classiques anglais, à la suite de Smith, ils avaient plus ou moins développé l'idée, qu'ils ont développé au fil du temps d'ailleurs, que la valeur des choses, hein, qui est un grand problème économique qui date depuis Démocrite, déjà, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui s'interrogeait déjà sur qu'est-ce qui fait la valeur des choses. Hein. Les classiques anglais, à partir de Smith, et progressivement jusqu'à Ricardo, ont dit ce qui fait la valeur des choses, c'est le travail qui a servi à les produire. Alors il y a des variantes de ça, le travail, est-ce que c'est le travail réel, le travail qui est socialement nécessaire, comme le dit Marx, etc. Enfin, en gros, c'est le travail. En tout cas, à un objet, quelconque, quel qu'il soit, on peut attacher une valeur, et cette valeur, on peut la calculer en regardant comment il a été produit. C'est-à-dire, il y a la valeur d'abord objective, hein, il y a une valeur objective, ça ne dépend pas ni de vous ni de moi. Ce fauteuil, il a une valeur, indépendamment de ce que vous et moi pouvons penser.
Et cette valeur, elle dépend du travail qui a servi à le produire, ou qui est socialement nécessaire pour le produire. Les Français, eux, donc, depuis Turgot, ça, etc., eux, ils sont restés fidèles à Démocrite, Thomas d'Aquin et toute la vieille tradition. Ils disent non, pas du tout. Ce qui fait la valeur des choses, c'est l'envie qu'on en a, si vous voulez. Ce qui fait que ce fauteuil a pour moi une valeur, c'est que je vais peut-être être fatigué, je vais vouloir m'asseoir dessus. Autrement dit, c'est l'usage que j'envisage d'en faire qui lui donne une valeur. Et en plus, cette valeur, elle est subjective. C'est-à-dire que moi, pour le moment, ça va, donc il n'a pas grande valeur, ce fauteuil, il ne m'intéresse pas, alors que peut-être que pour certains d'entre vous qui auraient du mal à se lever, il a une grande valeur. Et puis peut-être que quand je finirai ce topo, dans 3 heures, là, du coup, il aura une grande valeur, parce que j'aurai envie de m'asseoir. Donc, pour les Français, la valeur, elle est subjective, et elle dépend essentiellement, ça n'est pas, autrement dit, un attribut de l'objet, c'est un attribut de la relation entre le sujet et l'objet. Et Menger, lui, il enchaîne sur la position des classiques français. Et il dit, cette histoire de la valeur travail, non, ça ne va pas, les choses tirent leur valeur du jugement que les hommes portent sur elles. Et à partir de là, si vous voulez, il construit toute une théorie en disant pour fabriquer ce fauteuil, par exemple, c'est ce qu'on appellera plus tard la théorie de l'imputation, il dit pour fabriquer ce fauteuil, il a fallu rassembler, je ne sais pas moi, du cuir ou du plastique, il a fallu construire des machines, il a fallu, etc. Toutes choses qui ont aussi une valeur. Mais pourquoi ont-elles de la valeur? Parce qu'elles tirent leur valeur de leur utilisation de la même façon. On dit de la même façon que ce fauteuil tire sa valeur de l'utilisation que moi je vais en faire, de la même façon les machines qui ont servi à produire le fauteuil, tous les éléments de capital qui servent à produire le fauteuil, tirent leur valeur de la valeur du fauteuil. Et ce qu'on appelle, c'est ce que plus tard, un de ses successeurs développera, on va y venir à l'instant, et appellera la théorie de l'imputation. Donc, on peut dire que, au fond, Menger, quand on y regarde de près, c'est, et là je vais faire un raccourci qui va peut-être faire bondir des puristes, hein, c'est Jean-Baptiste Say, en gros, du point de vue méthodologique, hein, ou un Anglais qui a très bien décrit ces méthodes-là, Elliot Cairns, sur leur méthodologique, c'est la même chose, hein, mais traité avec probablement plus de rigueur. Dans les notes que Menger a laissées sur les œuvres de Say, qu'il a lues en détail, il lui reproche de ne pas être assez rigoureux dans son élaboration de la valeur subjective. Et il explique ça, ou ce successeur explique ça, par le fait que Say avait une très grande admiration pour Ricardo, et il n'a pas trop osé dans sa correspondance avec Ricardo qu'il traitait d'imbécile, ou à peu près. Ricardo traitait Say d'imbécile, il n'a rien compris, etc. Et Say n'a pas été trop poli pour oser se défendre. Par contre, quand Ricardo est mort, alors là, ils sont des cœur avec ses successeurs. Enfin, peu importe. Donc, en gros, c'est ça. Donc, si vous voulez, l'école de Menger, c'est le premier point qu'il faut bien voir, elle est en continuité directe avec l'école classique française, qui est elle-même en continuité avec les scolastiques du Moyen-Âge, etc. Et avant eux, Thomas d'Aquin, etc. Et puis, il ajoute quand même une chose, Menger. Il rectifie une erreur que pratiquement tous les économistes avant lui avaient commise, qui est la suivante. Les économistes disaient, et depuis, je crois qu'Aristote l'avait dit, d'autres l'ont dit, on dit quand on échange deux choses, si vous voulez, hein, si j'échange quelque chose avec vous, ça prouve que nous accordons à cette chose la même valeur. Donc, on échange à valeur égale. Menger dit, mais pas du tout. Parce que si on accordait la même valeur, on n'aurait aucune raison d'échanger. Donc le simple fait qu'on échange quelque chose, si j'échange avec vous un stylo contre un cahier, ça ne peut se faire que si moi j'accorde plus de valeur au stylo qu'au cahier, et que vous accordez plus de valeur au cahier qu'au stylo. Autrement, on n'a aucune raison d'échanger. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Menger. Il n'y a guère que
un économiste français qui s'appelait, qui est d'ailleurs plus connu comme philosophe que comme économiste, qui s'appelait Condillac, qui avait déjà dit ça. Hein, mais entre-temps, tout le monde l'avait oublié. Et on continue à raisonner en valeur égale contre valeur égale. Alors, je reviens à mon schéma, donc le voilà avec les classiques français, les classiques anglais, et les positions qu'il prend. Subjectivisme, on l'a vu, marginalisme, on l'a vu. Alors le marginalisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on compare jamais, il y a le vieux paradoxe de l'eau et du diamant, pourquoi le diamant est-il plus cher que l'eau, etc. Et Menger, à peu près le premier, a dit, mais attendez, on n'échange jamais tout le diamant contre toute l'eau. Donc, l'idée qu'on a d'une part la valeur de l'eau et d'autre part la valeur du diamant, c'est pas comme ça que ça marche dans la réalité. Dans la réalité, on donne une valeur à une certaine quantité d'eau bien précise, dans certaines circonstances, qui lui donne une valeur subjective, et une certaine quantité de diamant bien précise, qui lui donne une valeur dans ces circonstances-là. Le marginalisme, c'est d'une part ça, c'est-à-dire que les jugements de valeur portent sur des quantités discrètes des biens qui sont valorisés, et d'autre part que la valeur de cette quantité discrète du bien dépend de la quantité que je possède déjà, ce qui est relativement évident. Si je suis à la tête d'une pleine citerne d'eau, que j'en ai un verre de plus, un verre de moins, ça ne change pas grand-chose. Autrement dit, la valeur du verre d'eau supplémentaire, elle est pratiquement nulle. Alors que si je suis dans le désert en train de crever de faim, que je n'ai pas d'eau du tout, que ma gourde est vide, là, la valeur d'un verre d'eau, elle sera gigantesque, elle sera énorme. Hein, la valeur subjective. Mais c'est ça le marginalisme. Bénéfices de l'échange, j'en ai parlé, les bénéfices de l'échange sont réciproques. Les structures de production, alors là c'est un point, si vous voulez, qui va séparer beaucoup les Autrichiens des suivants, c'est-à-dire ils disent pour produire quelque chose, il faut tout un système de production avec des machines, des choses comme ça, des trucs comme ça, dont la structure est extrêmement importante. Hein, il doit être, et étudier ça, c'est une partie du travail de l'économiste. Ceci est un peu battu en brèche, si j'ose dire, par deux personnages qui interviennent à peu près à la même époque, qui est William Stanley Jevons, qui est un Anglais, qui en même temps que Menger, et apparemment sans lui avoir jamais parlé, et sans lui avoir jamais communiqué avec lui, publie un bouquin, en 1871 aussi, qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui s'appelle... Theory of Political Economy, je crois, quelque chose comme ça, et dans laquelle, au fond, il ne dit pas des choses extrêmement différentes de ce que dit Menger. Mais ce qu'il dit, lui, c'est que pour être vraiment scientifique, il faut que tout ça soit exprimé et traité en langage mathématique. Hein? Il a dit, s'il n'y a pas de mathématiques, s'il n'y a pas de formulation mathématique, alors il n'y a pas de science. Pour formuler les phénomènes économiques sous forme mathématique, il faut qu'il fasse l'hypothèse que la valeur est une grandeur quantifiable. Alors il ne dit pas comment elle est quantifiable, mais il dit la valeur des choses dépend de leur utilité. Autrement dit, une chose particulière a une certaine utilité. Et cette utilité, elle peut être chiffrée. Alors comment? Ça reste un peu... Mais, enfin, il fait cette hypothèse, si vous voulez. Parce que c'est l'hypothèse qui lui permet ensuite de comparer l'utilité de choses différentes, d'ajouter l'utilité de deux choses, etc. Menger est très sceptique. Il y a une correspondance avec Jevons où il dit moi j'y crois pas beaucoup parce que cette valeur subjective elle change tout le temps et au fond l'utilité on ne sait pas comment la mesurer. Ça a la dimension d'un sentiment. Moi j'ai l'impression que ça m'est utile. Comment je mesure-t-on un sentiment? Je ne sais pas. Bon, donc c'est déjà une première partie de la... Mais en gros, Jevons n'est pas, si vous voulez, sur ce plan-là, il n'introduit pas vraiment une nouvelle école. Simplement, il dit qu'il faut faire des maths. Or, des maths, point de seul. Mais il y a un troisième personnage qui s'appelle Léo Walras, qui lui est, je ne sais plus s'il est suisse ou français, je crois qu'il est suisse. En tout cas, il a fondé l'école qu'on appelle l'école de Lausanne. Lui, alors, contrairement à ce qu'on apprend dans les cours d'économie, lui, il propose vraiment une approche complètement différente. Il dit oui, marginalisme, ok, c'est bien, ça c'est bien, mais il dit, lui,
Moi, ce que je veux faire, c'est résoudre scientifiquement le problème de la distribution des richesses. Et il va mettre l'accent sur la distribution. Et à partir de lui, il y a beaucoup d'économistes qui vont dire que le vrai problème de l'économie, et ça va être répété par des économistes, c'est la distribution. Il existe des richesses, on ne se demande pas comment, on ne se demande pas d'où elles viennent, elles existent. Le seul vrai problème, c'est que les distribuer correctement dans la population et entre les différentes personnes. C'est une ambition qui est normative, contrairement à l'ambition des classiques qui était purement descriptive. En gros, hein, bien sûr, je brosse un grand trait, mais qui est descriptive, une ambition normative. Hein. Et pour ça, il dit bien sûr, tout ça, il faut le traiter mathématiquement. Si ce n'est pas traité mathématiquement, ça ne vaut rien. Ça dit la même chose que Jevons. Et pour cela, il invente quelque chose. Il invente l'équilibre général. Il dit, ben voilà, pour savoir qu'on va faire, ben on va calculer à quelles conditions ce qui existe, à quelles conditions de prix, si vous voulez, ce qui est offert d'un côté va être pris de l'autre, à quelles conditions, quel prix il faut mettre en place pour que les transactions satisfassent le maximum de gens. C'est ce qu'il appelle l'équilibre général. Et alors il suppose pour ça que les transactions se font dans ce qu'il appelle le marché pur et parfait, hein, c'est-à-dire où chaque agent est parfaitement informé de tous les biens qui existent, où toutes les transactions peuvent se faire, tous les échanges peuvent se faire sans aucun coût supplémentaire, où aucun producteur en particulier, mais aussi aucun demandeur, ne peut à lui tout seul influencer le marché. Hein. Autrement dit, une construction totalement artificielle qui lui sert à mathématiser son problème de distribution des richesses. Vous reconnaissez là, évidemment, du moins un certain nombre d'entre vous, le fondement même de la théorie économique depuis un certain nombre de décennies. Mais sur le moment, cette vue-là, elle n'a pas beaucoup de succès. Ça paraît bizarre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on pense que l'économie, fondamentalement, c'est ça. Hein, mais sur le moment, ça n'a pas beaucoup de succès. Walras n'est pas vraiment suivi, et pas plus que Menger. Hein, et la seule école de pensée qui, à partir de là, va vraiment se développer, enfin, celle qui va prendre le haut du pavé, si vous voulez, c'est l'école anglaise revisitée par Jevons, c'est-à-dire une école marginaliste anglaise, assez fortement portée sur les mathématiques, mais quand même pas trop, dont le représentant le plus éminent est un nom que je crois tout le monde connaît, celui d'Alfred Marshall. Alfred Marshall qui a publié un traité d'économie, les principes d'économie, 90 révisé ensuite plus tard, 1890 révisé plus tard, et qui va progressivement dominer l'ensemble de la discipline économique. Alors, néanmoins, les Autrichiens ne restent pas inactifs pendant ce temps-là. L'Autriche est évidemment un grand pays, mais Vienne est une petite ville. Et en plus, on y parle allemand. Les Allemands, proprement dit, méprisent profondément les Autrichiens, ça a toujours été le cas, mais en particulier les économistes autrichiens. D'ailleurs, le mot même d'économie autrichienne est un terme de mépris qui a été inventé par les Allemands. Hein, quand ils confrontent les thèses de l'économie autrichienne aux leurs, ils disent « ça c'est de l'économie autrichienne », comme on dirait de l'économie, je ne sais pas, en fait, je ne veux pas paraître raciste, mais c'était ce genre de terme, un terme de mépris de l'économie autrichienne. Le mot est resté. Bon. Donc il ne reste pas inactif. Et Menger, il commence à avoir des disciples. Et parmi ces disciples, il y en a deux, les deux premiers disciples de Menger, qui sont ceux dont un dont on a vu la photo, Eugen von Böhm-Bawerk, et le suivant qui est Friedrich von Wieser. Ils ont comme particularité, ces deux-là, d'être nés la même année, d'être amis d'enfance, d'avoir fait toutes leurs études ensemble, et en plus, Böhm-Bawerk, à l'âge adulte, épousera la sœur de von Wieser, Paula von Wieser.
Donc c'est des gens qui sont très, très liés l'un à l'autre. Je dis ça pour la petite histoire, d'une part, mais d'autre part parce que vous allez voir que tous ces économistes autrichiens qui ont créé l'école autrichienne, c'est des gens qui sont très proches les uns des autres. Ils sont proches dans le temps, ce que montrent les flèches, hein, et d'autre part, ils sont très proches, parce que d'abord, ils habitent tous Vienne, hein. Il y en a qui vont jusqu'à être beaux-frères l'un de l'autre, hein, et ils sont tous plus ou moins élèves les uns des autres. C'est-à-dire que Böhm-Bawerk et Wieser ont appris l'économie chez Menger. Menger a, je crois, relativement peu enseigné. Donc, ils ont appris l'économie chez Menger. Je ne suis pas sûr qu'ils aient été physiquement élèves de Menger. Tu es assis dans une salle, en train d'écouter, comme si moi j'étais Menger, n'est-ce pas? Mais, toujours est-il qu'ils reprennent des idées de Menger. Hein, et ils les développent, ils les précisent, ils les développent. Böhm-Bawerk, lui, son premier bouquin, qui sort en 1884, s'intitule Capital ou Kapitalzins, c'est-à-dire le capital et intérêt, en gros. Hein. Alors lui, il reprend cette idée des structures de production de chez Menger. Il dit effectivement, pour produire quelque chose, il faut bâtir un système de production. La production prend du temps, hein, ça passe par étapes, il y a donc des biens d'ordre différents. C'est-à-dire que si on dit que les biens de consommation qui sortent au bout du processus sont des biens du premier ordre, à ce moment-là, les biens qui ont immédiatement servi à les produire sont des biens du deuxième ordre. Pour avoir ces biens-là, il a fallu d'autres biens qui ont servi à produire, qui sont du troisième ordre, etc. Et donc, il développe cette structure, il développe l'idée de temps de production, de ce qu'on appelle le détour de production. Il illustre la fameuse parabole que je crois Alain a déjà rapportée, la fameuse parabole du gars qui a soif et qui habite sur une île, et il sait qu'il y a une source un peu plus loin, et donc il peut faire plusieurs choses. Il peut, ou bien il court à la source, il boit dans le creux de ses mains, et puis quand il aura de nouveau, il retourne à son campement, et quand il aura de nouveau soif, il retournera, il boira dans ses mains, etc. Bon, ça c'est une chose, une façon de faire. Bon. Une autre façon de faire consiste à prendre un tronc d'arbre, couper l'arbre, se fabriquer un seau avec, et puis comme ça, il va pouvoir aller à la source une fois, ramener un seau, et puis il pourra boire pendant un certain temps avant d'y retourner. Donc il a investi, il a passé du temps, et il a consacré des efforts à se fabriquer le seau, mais il y gagne par la suite, hein, parce qu'il n'a plus besoin d'aller tous les jours, ou toutes les 2 heures à la source. Il a une troisième solution qui consiste à prendre plusieurs troncs d'arbres, les évider, les mettre les uns au bout des autres, peut-être inventer un système de pompe, etc. Et puis il va amener de l'eau en continu jusque chez lui. Alors c'est encore plus long à fabriquer, ça demandera un détour de production encore plus grand, ça demandera un investissement encore plus grand, ça prendra encore plus de temps, mais ça lui simplifiera le travail à l'avenir. Hein. Donc, Böhm-Bawerk continue sur ce thème et il dit, mais comment au fond, dans un monde qui n'est pas celui de Robinson sur une île déserte, mais dans le monde industriel réel des années 1880, comment peut-on choisir entre ces différentes techniques? Comment peut-on raisonner? Comment les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, peuvent-ils dire, eh ben voilà, la bonne façon de s'y prendre, etc. Et il dit, pour faire ça, ils utilisent ce qu'on appelle le calcul économique. C'est-à-dire, ils vont essayer de se faire une idée de la valeur que vont accorder, dans ce cas-ci le public, puisqu'il s'agit d'entrepreneurs, la valeur qui va attribuer au produit fini, la valeur qui est attribuée aux différents éléments qu'il faut investir, qu'il faut produire avant, et on va essayer de calculer qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui ne vaut pas le coup. C'est ça qu'on appelle le calcul économique, dont il sera plusieurs fois question dans la suite de l'exposé. Et puis, il développe la zone d'idée marginale avec des sacs de grains, dont je crois qu'on a déjà parlé ici, qui est quand même intéressante parce que, c'est vrai, il annonce une partie de ce que fera ensuite Mises après lui. Il dit, supposons quelqu'un qui a 5 sacs de grains, je crois que c'est ça son exemple, 5 sacs de grains, qu'est-ce qu'il fait d'abord avec le premier? Ben, il se fait du pain, il le mange, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'il fait avec le deuxième? Il fait avec le deuxième, ben, il le met de côté pour demain. Qu'est-ce qu'il fait avec le troisième? Il le met de côté pour le semer, pour avoir du grain après. Qu'est-ce qu'il fait du quatrième? Ben, il le donne à manger aux oiseaux, etc. Et il dit, et à chaque fois, si vous voulez, s'il fait les choses dans cet ordre-là,
c'est parce que ça lui, l'utilité qu'il y voit, le désir qu'il y voit, ou la valeur qu'il y voit, décroît à chaque fois. Donc ça rejoint le marginalisme qui dit on commence par satisfaire les besoins les plus urgents, et avec les unités supplémentaires, on satisfait des besoins de moins en moins urgents. Mais l'originalité de Böhm-Bawerk, en particulier par rapport à Wieser qui suit, c'est que lui, il attache cette notion de valeur, il en fait une notion ordinale finalement. Il dit la seule chose qui compte, c'est que j'accorde plus de valeur au fait de manger du pain aujourd'hui qu'à le donner à mon chat. Et mettre là-dessus un chiffre, je ne le sais pas, et en plus, c'est pas la peine. Alors que notre ami Friedrich von Wieser, donc contemporain, ami d'enfance, beau-frère, etc., lui, son premier bouquin s'appelle Natürliche Wert, la valeur naturelle. Alors lui, il prend une autre thèse. Il dit, la valeur des choses, bien sûr c'est subjectif, et tout ça, ça se forme de façon subjective, mais pour chaque chose, il existe ce qu'il appelle une valeur naturelle, qui correspond à son utilité, et il va presque jusqu'à dire son utilité sociale. Alors, cette valeur, elle résulte de la confrontation, si vous voulez, des jugements des différentes personnes, mais, dit-il, pour que cette valeur naturelle se dégage correctement, il faut que les institutions le permettent. Et pour ces institutions, pour caractériser ces institutions, il appelle un peu à son secours la théorie de l'équilibre général, c'est-à-dire il fait un peu appel à Walras, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin il fait un peu appel à Walras, et il en conclut sur la fin de sa vie que les institutions, pour que la valeur naturelle se dégage, doivent être des institutions très fortes, et que l'État doit intervenir très solidement. Ce qui, si vous voulez, le sépare un peu de Böhm-Bawerk. Et dans toute la suite de l'école autrichienne, on verra qu'il y a au fond deux grandes tendances, deux grandes écoles de pensée. Une pensée qui est Menger-Böhm-Bawerk, et qui se traduit par Mises, par exemple, ensuite, etc. Et des gens qui se réclament volontiers de Wieser. Alors ça tient au fait, par exemple, que... non, mais on le voit. On y verra par la suite. Hein. Alors, un quatrième personnage, c'est Ludwig von Mises. Alors, Ludwig von Mises, lui, il est né en 1881. Je dis toujours que 1880 était une année très faste, parce qu'elle a vu naître Ludwig von Mises, Pablo Picasso et Béla Bartók, pour ceux qui connaissent la musique contemporaine. Donc, trois des grands génies, à mon avis, du XXe siècle. Bon. Donc, il est né en 1881, et... il a été élève de Böhm-Bawerk, lui, et il a une grande vénération pour Böhm-Bawerk. Alors lui, il commence à explorer et à développer un autre aspect de la pensée de Menger, qui est la théorie des Geldes und der Umlaufsmittel, théorie de la monnaie et des moyens d'échange, mal traduite par théorie de la monnaie et de quoi déjà? C'est tellement mal traduit que j'ai oublié. Enfin, le vrai sens, c'est Umlaufsmittel, c'est des moyens d'échange. Menger avait repris, sans y ajouter grand-chose, l'ancienne théorie classique, Nicolas Orespe, etc., et compagnie, de l'origine de la monnaie. Hein, en disant, bon, ça, je pense que Alain en parlera lundi prochain, l'origine de la monnaie comme une origine spontanée d'un moyen d'échange universel pour faciliter les échanges. Il avait repris cette théorie-là. Mises la développe, en particulier il introduit différents types de monnaie, il invente la notion du substitut de monnaie, il dit que la monnaie au départ est nécessairement quelque chose de matériel, ça n'est que comme ça que la monnaie peut émerger, puisque pour que les gens se mettent d'accord sur un moyen d'échange universel, il faut que ce moyen existe avant qu'ils décident d'en faire un moyen d'échange universel. Et c'est comme ça que dans certaines îles du Pacifique, c'est les coquillages, et que dans le monde occidental, c'est devenu l'or. Mais Mises dit, mais ensuite, on peut représenter ça par des certificats donnant une quantité d'or, c'est ce qu'il appellera les substituts de monnaie, etc. Enfin, il décrit toute une hiérarchie des moyens de paiement qui... Un autre personnage qui lui aussi commence à travailler à cette époque-là, alors lui,
beaucoup, je crois, influencé par Wieser, c'est Joseph Schumpeter. Alors Joseph Schumpeter, il est assez connu, beaucoup de gens ne le rangent pas dans l'école autrichienne, bien qu'il soit de nationalité autrichienne, et qu'il ait été élève des grands Autrichiens. Lui, ce qu'il a lancé, c'est la théorie der Gesellschaftlichen Entwicklung, la théorie du développement. On dit, lui, face à des Walras ou des gens comme ça qui essaient de caractériser des équilibres, lui, les équilibres, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est la façon dont les choses évoluent. Donc il va développer une théorie du développement économique qui, évidemment, est centrée sur la figure de l'entrepreneur, et on parle tout le temps d'entrepreneur schumpeterien, et Schumpeter, dont il a hérité la description de Menger, Böhm-Bawerk et Wieser, qui tous les trois ont accordé une place centrale à l'entrepreneur dans leur théorie. Schumpeter est un personnage un peu curieux. Il avait, pour la petite histoire, quand il était jeune, il avait déclaré qu'il avait 3 ambitions. La première, c'est d'être le plus grand économiste du monde. La deuxième, c'était d'être le meilleur cavalier d'Autriche. Et la troisième, c'était d'être le meilleur amant de Vienne. Et quelques années après, il disait, mais j'ai pas réussi les 3, il y a vraiment trop de bons cavaliers en Autriche. Une autre caractéristique de tous ces gens-là, vous voyez, qui ont tous été, comme je le disais, élèves les uns des autres, c'est qu'ils ont tous alterné dans leur existence entre les activités de recherche et d'enseignement et des activités publiques, des fonctions, des responsabilités publiques. Puisque Böhm-Bawerk, Wieser et Schumpeter ont tous les 3 été ministres des Finances de leur pays, d'Autriche à ce moment-là, dans cette période. Mises n'a jamais été ministre des Finances. Mises avait été un esprit beaucoup trop indépendant et beaucoup trop intransigeant pour ça, pour faire de la vraie politique, si vous voulez. Mais il a passé l'essentiel de sa vie professionnelle en Autriche comme premier conseiller de la Chambre de commerce de Vienne. Et à ce titre, il a très souvent été appelé dans des groupes de travail internes, dans des commissions gouvernementales, etc. Par exemple, si vous voulez, après la guerre, on va tout de suite entrer dans l'histoire après ça, mais par exemple, après la Grande Guerre, après la guerre mondiale, quand l'Empire austro-hongrois a éclaté, que la Hongrie a pris son indépendance, etc., il a été conseiller du gouvernement hongrois, par exemple, pour la mise en place de leur nouvelle monnaie. Je crois qu'il a joué le même rôle en Tchécoslovaquie, qui, elle aussi, a été sortie de l'Empire austro-hongrois. Donc il a été très... Mais il était, si vous voulez, tous étaient... J'ai parlé de Wieser tout à l'heure, mais tous avaient ceci aussi de commun avec les classiques, ils étaient tous très libéraux finalement. Dans l'œuvre de Böhm-Bawerk et Wieser, on ne trouve pas tellement de prise de position politique, sauf Wieser à la fin de sa vie. Mais dans leur pratique de ministre des Finances, ils se sont pratiquement toujours opposés à l'empereur et aux autres ministres pour justement limiter l'intervention de l'État dans l'économie. Rappelez-vous qu'à l'époque classique, un économiste, c'était par définition quelqu'un qui était pour le laisser-faire. La fameuse secte des économistes, c'était ça sa définition. Donc, un économiste n'était par définition pas interventionniste. Et dans ce sens, ils étaient, eux, fidèles à la tradition. Schumpeter, donc on l'a vu, alors on va introduire là un plus jeune, là on va passer à la génération suivante, Friedrich Hayek, ou von Hayek. À l'époque, suivant les cas, on utilisait le von ou pas en Autriche. Mises en a été privé à un moment, il l'a repris à la fin. Hayek en a été privé aussi. Au départ, c'était Friedrich von Hayek, mais il l'a pas repris. Lui, bon, chacun son goût. Donc, Friedrich von Hayek, lui, il suit son maître Mises en s'intéressant essentiellement à la théorie monétaire. Son premier bouquin est un bouquin sur la monnaie. Suivi immédiatement d'un autre où il suit en fait Böhm-Bawerk et Wieser, qui est Prix et Production, qui sortent dans les années 20. Et puis il y en a un que j'aurais dû mettre là, parce que s'il est à peu près de même âge qu'Hayek, il est contemporain, il a joué un rôle important par la suite, c'est Fritz Maschlup.
qui est à peu près contemporain de Hayek, qui lui s'est intéressé aussi au programme monétaire et qu'on retrouvera ensuite dans l'histoire personnelle de Mises. Alors, tout ça se développe, si vous voulez, et toute cette période qui va de 1870 à 1930, en gros, est une période relativement éclectique en termes de théorie économique. C'est-à-dire que les gens développent des théories à droite à gauche, et puis bon, ils les confrontent, mais il n'y a jamais, à part avec l'école historique allemande et son prolongement, le marxisme, dont on n'a pas encore parlé, mais dont on va parler, à part avec l'école historique allemande, il n'y a pas vraiment de confrontation tout ça. Le père Marshall, il trône au-dessus de tout ça, et puis c'est un personnage qui aime bien les compromis, donc il aime bien essayer de récupérer un peu à droite, à gauche, etc. Donc il n'y a pas la Methodenstreit, proprement dit, la guerre des méthodes, elle a été à peu près terminée à l'avantage de Becker, sauf en Allemagne, hein, où là ils sont restés farouchement nationalistes, et donc, bon, tout ça se passe bien. Mais, évidemment, on va entrer dans une période de turbulence. Et c'est là que l'histoire de la pensée autrichienne, la pensée économique en général, et l'histoire tout court, évidemment, se mettent à interférer de façon très importante. Alors, le premier événement important, c'est évidemment la Première Guerre mondiale. Et un autre événement lié à la Première Guerre mondiale, qui est la prise de pouvoir des bolcheviks en Russie. Alors, si vous voulez, cette prise de pouvoir des bolcheviks en Russie, bien sûr, on la sentait venir, tout le monde la sentait venir, les économistes, surtout ceux-là, voyaient ça d'un mauvais œil. Et quand c'est arrivé, alors ils ont réagi. Beaucoup d'entre eux ont réagi par des ouvrages, dont je cite ici 4. Alors là, ça commence à être compliqué, mon truc, mais le premier par ordre alphabétique, le premier chronologique, pardon, c'est un ouvrage de Mises, qui s'intitule Die Wirtschaftsrechnung, enfin en français, le calcul économique dans une société socialiste. Où qui est au départ un article qu'il a écrit relativement vite, qu'il reprendra après dans un bouquin de 500 pages qui s'appelle Die Gemeinwirtschaft, hein, mais il a d'abord réagi en 1920, donc, avec un bouquin, Calcul économique au régime socialiste, où il reprend cette idée du calcul économique, qui est, dit-il plus tard, la boussole qui guide l'entrepreneur dans ses choix. Et toute sa thèse, c'est de dire que ça n'a pas de sens dans une économie socialiste. Et que donc, vous voulez, une économie... Alors, je vais développer un tout petit peu parce que c'est très important et ça se retrouve après. Pour calculer correctement l'utilisation des différents facteurs de production, l'entrepreneur, il doit avoir une idée de leur valeur. Mais la valeur, il ne peut pas la connaître réellement. La meilleure approximation qu'il peut en avoir, c'est les prix. Les prix qui se forment sur le marché. Et pour Mises, alors lui, il a pris une position extrême. Il prend une position extrême dans, je crois, je ne sais pas dans lequel des deux bouquins, il prend une position extrême en disant non seulement la valeur n'est pas attribuable à une... Non seulement la valeur n'est pas un attribut d'une chose en particulier, mais en plus, ça ne concerne même pas une chose en particulier. C'est-à-dire, quand nous portons un jugement de valeur, la seule chose que nous disons, c'est « je préfère telle chose à telle autre ». Autrement dit, un jugement de valeur, c'est une relation d'ordre entre deux choses que je regarde. Mais je ne peux pas dire telle chose a telle valeur et telle chose a telle valeur. Je veux simplement dire telle chose a plus de valeur que celle-là, mais c'est tout. C'est la seule chose qui existe, finalement, dans l'esprit des gens. Bon. À partir de là, par un système extrêmement complexe qui s'appelle le marché, se fabriquent des prix qui sont un vague indicateur, mais c'est le meilleur qu'on ait, de la valeur qu'ont les choses pour l'ensemble des gens. Alors, il y a à partir de là, bien sûr, on a des prix, on peut calculer combien va coûter une certaine ligne de conduite de cette action, combien ça va rapporter, et on peut comparer et voir si ça vaut la peine ou si ça ne vaut pas la peine. Mais pour ça, encore faut-il que les prix représentent la valeur qu'accordent les gens aux choses. Or, dit-il, dans une société socialiste où les moyens de production sont propriété de l'État, il n'y a pas d'échange de moyens de production, il n'y a pas de marché des moyens de production.
Donc la valeur des moyens de production est inconnue, et les prix des moyens de production sont des prix administrés. Le gouvernement décide que telle machine vaudra tant, telle matière première vaudra tant, mais ça ne correspond pas du tout au prix que leur donnerait le fonctionnement normal du marché. Donc, dit-il, le calcul économique, bien sûr, on peut toujours calculer, ça on peut toujours calculer, mais ça ne veut strictement rien dire. Et donc, à cause de ça, une société socialiste, bon, il emploie à l'époque indifféremment le mot socialiste et le mot communiste, hein, ce qui était la pratique de l'époque. Une société socialiste ne peut pas donner satisfaction aux populations. Ou alors, elle est condamnée à rester à un niveau où on peut se contenter d'un vague calcul très simple. Elle ne peut pas faire des calculs complexes. Donc, elle est condamnée à rester au niveau d'une société primitive. En ce qui concerne bien sûr les biens de consommation. Par ailleurs, elle peut avoir et c'est ce qu'on a vu, si vous voulez, elle peut avoir des réalisations techniques remarquables, mais qui ne correspondent pas aux besoins des populations, parce que les besoins de ces populations sont inconnus et ne sont pas pris en compte dans le calcul économique. Donc voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Alors évidemment, ça a soulevé des tollés générales. Ça, c'est une deuxième grande bataille qu'ont menée les Autrichiens à propos justement du calcul économique en économie socialiste. Parce qu'il y a des tas d'économistes, évidemment, rappelez-vous, ça arrive en 1920 et quelques, hein. Donc là, il y a des tas de gens qui, au contraire, ont envie de montrer que la société socialiste est la société idéale, etc. Hein. Donc il y a des gens qui essaient de montrer, en s'appuyant d'ailleurs sur Walras, en montrant que si, c'est possible et tout, que bien sûr, alors, il y en a même des visionnaires il y a des visionnaires qui ont mal compris l'argument de Mises, qui disent, bien sûr, on ne peut pas calculer parce qu'on n'a pas les moyens de calcul suffisants. Hein? Mais un jour, n'est-ce pas, il y aura des ordinateurs, ils ne le disent pas, mais enfin, d'autres après eux l'ont dit, mais un jour, il y a des ordinateurs extrêmement puissants, donc on pourra résoudre des systèmes d'équations de plusieurs dizaines de milliers d'équations à plusieurs centaines de milliers d'inconnus, et puis on fera le calcul socialiste, et ça marchera très bien. C'est pas ça l'argument de Mises. L'argument de Mises, il n'est pas qu'on ne sait pas faire le calcul parce qu'on n'a pas la bonne calculette. Il est que les données du calcul ne veulent rien dire, ce qui est évidemment totalement différent. Alors, il reprend ça après dans Die Gemeinwirtschaft. Alors, il avait fait, donc, dans le premier bouquin, un bouquin relativement raisonnable, qu'il a fait, qui était d'ailleurs au départ un article de journal, mais dans Die Gemeinwirtschaft, que d'ailleurs on traduirait mieux par la société communautaire, il reprend tout ça, il le développe, et alors alors là, il se livre à une critique, mais point par point, systématique de ce que est nécessairement une société socialiste communiste. Et alors évidemment, c'est un bouquin ravageur, hein, ça prend 550 pages, c'est un bouquin qui est très gros, et c'est absolument ravageur. Alors, et c'est là qu'il introduit pour la première fois une autre idée, qui sera développée ensuite d'ailleurs. Il introduit l'idée qu'une société socialiste ne peut pas satisfaire les gens. Ça, c'est clair. Mais elle croit qu'elle le peut, parce qu'elle est restée fidèle à la théorie des historicistes, qui dit qu'il n'y a pas de loi générale, il suffit que le gouvernement fasse quelque chose, il suffit qu'il affiche une intention, et cette intention se réalisera nécessairement, puisque c'est le gouvernement. Donc, il dit, ça Hayek le développera en détail dans le dernier des bouquins qui est ici, qui est La route de la servitude, il le développe en détail, il dit, dans une société socialiste, les gens sont nécessairement insatisfaits. Donc, ils vont peut-être se révolter, etc. Bon. Et mais le pouvoir ne comprend pas, il dit, pourtant, j'ai tout fait bien, j'ai tout bien calculé, ça doit marcher. Donc, si ça ne marche pas, il faut, d'une part, que j'introduise des mesures nouvelles correctrices, et d'autre part, que je traque les saboteurs. Et plus il introduit une mesure correctrice, et plus ça se plante. Et évidemment, ça finit dans la dictature à cause de la traque aux saboteurs. Ça, c'est un développement que Mises a introduit ensuite qu'il a repris dans un de ses bouquins et qui a été repris ensuite dans La route de la servitude. Alors, voilà, si vous voulez, déjà deux des réactions. J'ai parlé de La route de la servitude au passage, qui, là aussi, a fait un scandale quand elle est sortie, dans les milieux économiques et politiques. Ça, c'est 44 ou 47, je crois, La route de la servitude, de 44. 44, La route de la servitude.
Entre-temps, il y a eu entre-temps, notre ami Schumpeter, là, le gars très ambitieux dont je parlais tout à l'heure, il a pondu un bouquin très intéressant que j'espère que vous avez lu, qui s'appelle Capitalisme, Socialisme, Démocratie. Alors lui, vous voulez, il prend une toute autre attitude qui a d'ailleurs été souvent très mal comprise. Il dit, c'est vrai que le seul système qui marche, c'est le système capitaliste. C'est vrai, et il reprend tous les arguments qui font ça. Il dit, mais ça n'empêche que, in fine, c'est le socialisme qui gagnera, et avec lui le communisme. Et son argumentation, alors c'est évidemment une position très pessimiste de son point de vue, hein, position très pessimiste de son point de vue, et ça, la raison pour laquelle il dit ça, il dit pourquoi? Parce que une société capitaliste, elle nourrit ses adversaires, alors qu'une société communiste les détruit. Donc évidemment, à force de nourrir ses adversaires, les adversaires finiront par gagner. Hein. Bon. Et ça, c'est la position de Schumpeter. Donc, il a écrit, qui n'est pas c'est un bouquin, en plus Schumpeter écrit très bien, beaucoup mieux que Mises, et mieux qu'Hayek, donc c'est plus agréable à lire. Mais bon. Donc voilà, si vous voulez, réaction à cela. Donc, et c'est à partir de ce moment-là que l'école autrichienne d'économie est devenue très libérale. Hein. Jusque-là, si vous voulez, il n'y avait pas eu tellement de positions sur le plan politique. Mais à partir de là, l'école est devenue libérale, et ce qu'on appelle aujourd'hui ultra-libérale, le chef de file étant Mises dans ce domaine-là. Hayek a mis un peu d'eau dans son vin par la suite, si vous voulez. Mises n'admettait pas beaucoup d'autres rôles pour le gouvernement que la police et la justice. Ça, fidèle aux classiques, on y reviendra peut-être si on a le temps, fidèle aux classiques, alors aux philosophes libéraux du XVIIIe. Hayek va un peu plus loin, il met un peu d'eau dans son vin, etc. Hayek est plus d'ailleurs influencé par Wieser qu'il ne l'est par les autres, ce qui explique ça. Bon. Autre conséquence de la guerre, il y a eu évidemment pendant 4 ans, 14-18, une économie de guerre dans laquelle les gouvernements ont pris le contrôle de l'économie. Et à la fin de la guerre, ils n'ont pas envie de le lâcher. Et donc, c'est à ce moment-là que se crée l'idée que les gouvernements ont un rôle fondamental à jouer pour le contrôle et la gestion de l'économie. Qui est évidemment absolument contraire à la thèse libérale que défend Mises et que défendaient avant lui, les classiques français. Et à partir de ce moment-là, se crée l'idée, petit à petit, qui triomphera par la suite dans le XXe siècle, que le rôle des économistes est fondamentalement d'expliquer au gouvernement comment s'y prendre pour gérer la société. Ça commence à ce moment-là, si vous voulez. Alors, il y a des tas d'opérations qui se produisent, et arrive évidemment la crise économique, qui ne fait que renforcer cette tendance, puisque à ce moment-là, on dit c'est pas possible, c'est crise, il faut absolument contrôler ça de partout et tout. Et c'est en particulier à ce moment-là qu'apparaît un certain John Maynard Keynes, qui dit, bah oui, effectivement, John Maynard Keynes, que vous, alors là, j'arrive en terrain connu de tout le monde, là. John Maynard Keynes dit, moi, je veux défendre le libéralisme, parce que je crois au marché, je crois qu'effectivement, la bonne façon de structurer l'économie, c'est le marché libre, etc. Mais ça ne marche pas tout seul, le marché libre, donc il faut que le gouvernement intervienne, et l'outil essentiel d'intervention du gouvernement, c'est la monnaie. La monnaie et le crédit. Donc c'est à travers la gestion de la monnaie que les gouvernements vont pouvoir résoudre le problème des crises. On y reviendra tout à l'heure quand on verra la théorie des crises. Maintenant, il y a deux autres phénomènes qui se passent, deux autres événements. Il y a d'abord l'Anschluss, parce que pendant ce temps-là, Hitler arrive au pouvoir. 1933, Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Et en 1938, sauf erreur, il annexe l'Autriche. Or, on a des économistes autrichiens qui habitent tous Vienne. Alors en réalité, ils n'y habitent plus, la plupart d'entre eux. La plupart d'entre eux, ils ont vu le coup venir. Alors si je les reprends, bon, Böhm-Bawerk, il est mort. Wieser, il ne va pas tarder. Mises, lui, il a senti le coup venir,
en 1934, il y a un de ses amis qui lui a offert un poste d'enseignant à Genève. Et il l'a accepté. Il est allé à Genève comme professeur, non pas d'économie d'ailleurs, mais d'autres choses, je crois. Il est allé à Genève, il a pris un poste de professeur à Genève. Et donc, il a assisté à l'Anschluss. Un des événements qui s'est produit quand les nazis sont entrés dans Vienne, c'est qu'ils ont envoyé un commando de SS dans l'appartement de Mises. Ils espéraient l'arrêter, je pense. Ils ont piqué tout ce qu'il y avait dedans, tous ces documents et tout, et ils ont expédié tout ça, on ne sait pas trop où. Ça a été retrouvé, je crois, en 1993 au Japon, je crois. Mais, oui, donc, ils se sentaient visés et ils ne se trompaient pas. Hein. Donc, en 1940, il était à Genève, et la Suisse commençait à être encerclée de partout. Donc, il s'est dit, sachant ce qui s'était passé en 1938, il s'est dit, il aurait été mieux que je me tire. Hein. Et en mai 1940, il a décidé de quitter Genève, et il a mis 3-4 mois à aller s'embarquer à Lisbonne pour les États-Unis, en autocar. Hein. Et ça a été, alors il le raconte dans ses mémoires, ça a été une épopée absolument hyper romanesque, si vous voulez. Hein. Il a fallu qu'il déjoue, parce que, évidemment, pendant ce temps-là, l'armée allemande commençait à envahir l'Est de la France, donc il a fallu qu'il traverse les lignes allemandes avec son autocar et tout, et il a fini par arriver à Lisbonne et partir aux États-Unis. Donc il est parti aux États-Unis. Quand il est arrivé aux États-Unis, heureusement, il avait des amis là-bas qui l'avaient lu et qui l'appréciaient, et donc ils l'ont accueilli. Hein, dont Fritz Machlup, le gars dont je parlais tout à l'heure, Fritz Machlup, qui était, si vous voulez, c'était son représentant aux États-Unis, parce qu'auparavant, quand même, il avait acquis une certaine réputation internationale. Il avait été invité une ou deux fois aux États-Unis pour des tournées de conférences, donc il avait gagné un peu d'argent là-bas, et il avait là-bas quelqu'un de ses disciples qui, lui, était parti aux États-Unis en 1933, Machlup, et qui était son représentant là-bas, qui s'est occupé de lui trouver un logement, etc. Voilà cette histoire après. Donc Mises, voilà. Schumpeter, lui, il est allé, je ne sais pas trop où, il est allé à Harvard en 1932, et en 1937, il a décidé qu'il resterait. Et quant à Schumpeter, Mises et Hayek, lui, Hayek, il était allé, lui, à la London School of Economics à Londres en 1931, et là aussi, il a décidé d'y rester. Alors, pour la petite histoire, ce qui était amusant, c'est que le gars qui a fait, l'un des gars qui a fait venir Hayek à Londres, enfin le gars qui l'a vraiment fait venir, c'est Robbins, qui était à l'époque directeur de la London School of Economics, et qui était à l'époque un économiste autrichien. Enfin, il avait lu et il appréciait les économistes autrichiens. Il a changé d'avis après. Et un gars qui a sympathisé avec Hayek à titre personnel, qui l'a beaucoup aidé à se loger, à s'intégrer à la société anglaise, londonienne, c'est John Maynard Keynes, qui était professeur également à la London School of Economics. Et alors, ils avaient tous les deux une passion, alors là, il y a peut-être quelqu'un qui va me corriger si je dis des bêtises dans cette salle, ils avaient tous les deux une passion, c'était les vieux livres. Et alors, il paraît qu'ils allaient tous les week-ends, tous les deux, Keynes et Hayek, à la chasse aux vieux livres dans les vieilles librairies de Londres, et ils avaient résolu de ne jamais parler d'économie entre eux. Hein. Pour la petite histoire toujours, le premier bouquin de Hayek, de Keynes, s'appelait Une théorie de la monnaie, je crois, Theory of Money, une théorie de la monnaie, et Hayek en avait fait une critique dévastatrice en disant que ça ne valait pas un clou, que c'était absolument nul, que tout ce qui était dedans était idiot, etc. Enfin, quelque chose probablement en termes plus choisis. Et avant que ça paraisse, il était allé voir Keynes, il lui avait dit, écoute mon vieux, je suis embêté parce que moi je dis ce que je pense, hein, ça va peut-être te faire de la peine, mais je ne peux pas faire autrement. Et Keynes lui avait répondu, alors ça c'était en 1932 je crois, et Keynes lui avait dit, oh mais ça n'a aucune importance, parce que je ne crois déjà plus tout ça. Hein, ce qui donne une idée du personnage au passage. Et donc ensuite, quand Keynes a pondu la théorie générale, en 1936, théorie générale de la monnaie de l'emploi, comme ça, Hayek en a pensé autant de mal qu'il en avait pensé du premier bouquin. Hein. Mais il s'est dit,
c'est pas la peine que j'écrive une critique, parce que le temps que je l'écrive, il aura déjà changé d'avis. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de critique de la théorie générale de Keynes par Hayek, qui n'en passait pas moins. Donc voilà, si vous voulez, ce passage Keynes, bon, l'Anschluss, les Autrichiens qui se dispersent. Et vous voyez que ce petit groupe de personnes, qui était un petit groupe avec beaucoup de liens personnels, se met à éclater dans le monde entier, enfin dans le monde entier, États-Unis et Angleterre, et au passage Suisse, et où ils sont soumis évidemment à d'autres influences que les Autriches. Là, jusque-là, ils se parlaient beaucoup entre eux, après ils parlent surtout à des gens qui sont marshaliens ou qui sont valraciens, etc. Donc, il y a, si vous voulez, une certaine dilution des thèses autrichiennes, hein, en particulier chez Hayek, chez Schumpeter, etc. Mais Mises, lui, à ce moment-là, il se dit, eh bien, alors il a vu tout ça, et il se dit, tout ce qui se passe, tous ces malheurs qui arrivent, parce qu'il y a beaucoup de malheurs dans tout ça, au fond, dit-il, c'est parce que les gens ne comprennent pas la théorie économique. Les gens ne comprennent pas l'économie, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gouvernements, à commencer par le gouvernement. Donc, dit-il, je vais reprendre tout ça et faire un bouquin qui va résumer tout ça et être vraiment le bouquin fondateur. Alors il écrit, je crois qu'il a pris cette décision vers 35 ou 36, il y travaille longtemps, il reprend tous ses anciens écrits, il les améliore, etc. Et ça donne un bouquin qui s'appelle en allemand, il l'écrit en allemand, ça s'appelle Nationalökonomie, et manque de peau, il paraît en mai 40, et en allemand bien sûr. Ce qui fait que l'éditeur fait faillite, personne ne le lit, et tout ça, ça se casse lamentablement la figure. Alors il le reprendra après, quand il est, donc je dis à partir de 1940, il part aux États-Unis, et il reprendra ce bouquin pour l'écrire cette fois-ci en anglais, l'écrire lui-même, hein, il faut dire qu'il enseignait en français, il enseignait en anglais et en allemand, bien sûr, Mises. Donc il le traduit, il le réécrit lui-même, et c'est un bouquin qui est le grand classique, si vous voulez, le livre central de l'école autrichienne, qui est Human Action. Alors, j'en ai un exemplaire ici, que vous ne trouverez plus en librairie, parce qu'il y a longtemps qu'il est périmé. Ça vous donne déjà une idée de l'épaisseur du bouquin, hein, et en plus, c'est pas imprimé en gros caractère, hein, donc c'est un bouquin qui n'est pas facile à lire, mais qui est quand même disons, le point culminant, si l'on peut dire, de l'école autrichienne. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec tout ce qu'il y a dedans, y compris à l'intérieur du camp autrichien, mais c'est le livre central par rapport auquel tout le monde se détermine. Il faut savoir qu'à la suite, d'ailleurs, dans la suite de l'histoire, à partir des Hayek, quand il émigre aux États-Unis et qui va donc à Chicago, il est refusé au département d'économie. En tant que prof d'économie, il est refusé, Hayek. On ne veut pas de lui comme prof d'économie. Parce qu'il ne correspond pas, si vous voulez, aux thèses dominantes à ce moment-là aux États-Unis. Donc il va dans un département qui sait plus ou moins de sociologie. Et à partir de là, il se consacrera presque exclusivement à des travaux de sociologie, de philosophie, etc. Il ressortira quand même en 1973 ou 1974 un bouquin qui à l'époque fait pas mal de bruit. Je le mentionne au passage, j'ai fait un exposé dessus à l'Institut Turgot, qui est la dénationalisation de la monnaie. Où il prône, on y reviendra dans quelques instants. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est rapidement vous parler de Human Action, dont je dis que c'est le livre central. Voilà. Et je ne vais pas évidemment passer en revue tout ce qu'il y a dedans, je vais simplement prendre 3 points qui me paraissent très importants et qui sont en partie constitutifs de la pensée de Mises et de l'école autrichienne en général. Le premier point, c'est la conception qu'ont les Autrichiens de l'économie en tant que discipline. On l'a déjà vu tout à l'heure avec Menger. C'est un sujet auquel Mises consacre pratiquement 200 pages. Les 200 premières pages de l'Action humaine, c'est ça. Hein. Et après l'Action humaine, il n'a plus écrit que 2 livres, enfin, il a écrit des articles, des tas de choses. Il a une production gigantesque, à peu près en nombre de titres, Mises. Mais il a écrit 2 bouquins importants. L'un, c'est la théorie de l'histoire,
rappelez-vous, Théorie d'histoire, l'histoire de Menger, où il reprend ça pour le développer, donc la place de l'économie dans les sciences, et un dernier livre qui est carrément un pamphlet, cette fois-ci, qui est Les fondations ultimes de la science économique, hein, les fondements ultimes de la science économique, qui est un pamphlet contre les conceptions positivistes de l'époque. Alors ça, c'est le premier point que je voudrais développer. Le deuxième, c'est un autre thème qui est à propos de ce libéralisme. Comment ce libéralisme économique de l'école autrichienne s'articule-t-il avec le libéralisme philosophique des philosophes des Lumières? Et ça mérite qu'on en parle un moment. Et enfin, à titre d'exemple de raisonnement autrichien et de la façon dont les différents thèmes s'articulent entre eux de façon logique, je prends quelque chose qui est d'actualité, qui est la théorie des cycles économiques. Alors je vais aller relativement vite là-dessus, parce qu'à cause du temps, sur la place de l'économie dans les sciences. Alors, Mises, il a une classification des sciences. Il dit, voilà, ça se décompose comme ça. Il y a d'abord les sciences de la nature, et puis d'autre part les sciences humaines. Grosse différence, les sciences de la nature, l'homme n'intervient pas. Il n'intervient pas, du moins, dans les chaînes causales, hein, alors que dans les sciences humaines, il intervient dans les chaînes causales. La différence fondamentale entre les deux, c'est que, si vous voulez, ni les atomes, ni les molécules, ni les bouts de bois n'ont une conscience et une volonté et un libre arbitre, alors que l'homme, si. Donc, dans les sciences de la nature, on peut établir des relations certaines, quantitatives, chiffrées, entre les phénomènes. Dans les sciences humaines, on ne peut pas. Hein? Et il dit quelque part dans son bouquin, il n'y a pas de loi quantifiable parce qu'il n'y a pas de constante. Alors qu'effectivement, c'est vrai, dans les sciences de la nature, on identifie les constantes. Dans les sciences humaines, on n'en identifie pas. Donc on ne peut rien mesurer, on ne peut rien traduire sous forme mathématique. Ce qui est une sacrée affirmation, hein, déjà au départ. Alors dans les sciences humaines, il ne les décompose pas, mais dans les sciences humaines, bon, il y a deux choses. Il y a l'individu, les gens pris un par un, hein, et puis il y a comment ils interagissent entre eux. Dans les sciences sociales, il retrouve la distinction de Menger, théorie et histoire. L'histoire, c'est la connaissance des faits individuels, la théorie, c'est les lois générales qui s'appliquent aux faits individuels. Et dans la théorie, il dit, il isole quelque chose qui s'appelle la praxéologie, qui est la science de l'action en tant que telle. C'est-à-dire, si vous voulez, quelles conséquences peut-on tirer en matière d'interaction sociale du fait que les hommes agissent de façon délibérée avec leur libre arbitre. Et ceci, quelle que soit leur motivation. Bon. Et il dit là-dedans, il y a l'économie. Mais savoir faire la différence entre savoir isoler quelque chose qui est l'économie au milieu de tout ça, c'est bien difficile. Autrement dit, en particulier, il s'inscrit en faux contre une thèse qu'on voit dans tous les journaux en ce moment, c'est qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'économie, qui est distinct de ce qu'on appelle le social ou la société, hein, et ce quelque chose qu'on appelle l'économie, qui est séparable du reste, est le sujet d'une science à part qui s'appelle l'économie, qui s'appelle aussi l'économie d'ailleurs. D'où la vieille histoire, il faut réconcilier l'économique avec le social, ou mettre l'économie au service de l'homme. Mises dit ça n'a aucun sens. L'économie, c'est un des aspects de l'action humaine. L'économiste choisit d'étudier un aspect de l'action humaine, mais ça n'exclut pas les autres aspects. Et ça ne dit pas que cet aspect-là est dissociable du reste dans la réalité. Alors, en termes de méthodologie, voilà ce qui est sauvé. Dans les sciences de la nature, il y a des phénomènes mesurables soumis à des lois quantitatives. Chose importante, les causes ultimes sont inconnues. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, par exemple, au creux de la matière, hein, on va vers les molécules, les atomes, les particules élémentaires. On ne sait pas comment ces gens-là réagissent. Hein. On n'est pas à leur place, si j'ose dire. Hein. Donc, les causes ultimes sont inconnues. De la même façon, quand on regarde les étoiles et ce qui s'y passe, on n'y est pas sur place pour voir ce qui se passe. Donc, on est obligé d'utiliser une méthode qui s'appelle la méthode hypothético-déductive, c'est Bacon qui a attaché son nom au philosophe Bacon. Il dit, on ne sait pas. Alors on va faire des hypothèses, on va dire peut-être que c'est comme ça. Hein. Et puis à partir de là, on va dire, si c'est comme ça, dans les étoiles ou dans les particules élémentaires, à ce moment-là, logiquement et mathématiquement, on en déduit les conséquences observables à notre échelle. Alors de deux choses l'une. Ou ces conséquences observables à notre échelle, on les vérifie, hein, auquel cas on dit, notre hypothèse est probablement juste, hein, tant qu'on n'a pas trouvé qu'elle est fausse. Hein.
ou bien c'est pas vérifié, auquel cas c'est faux, il faut changer les hypothèses. Et c'est là que notre ami Karl Popper, qui est d'ailleurs un ami d'Hayek, Karl Popper fait remarquer qu'on peut toujours prouver qu'une chose est fausse, mais on ne peut jamais prouver qu'elle est vraie. C'est une remarque importante. Toujours est-il qu'on utilise la méthode déductive et qu'on la soumet à ce qu'on appelle la procédure de falsification. C'est le mot que Popper a donné en disant, pour vérifier, on peut vérifier que c'est faux, et à ce moment-là, il faut changer l'hypothèse. Il ne faut jamais vraiment vérifier que c'est vrai. Une hypothèse est toujours provisoire. Bon. Les mathématiques, c'est l'outil fondamental, et primauté est à la méthode. Donc on dit ce qui définit les sciences, c'est la méthode scientifique. À partir de là, il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école positiviste, Auguste Comte, etc., Walras, Jevons, qui dit ce qui marche dans les sciences de la nature, ça doit marcher partout. Il n'y a qu'une seule science. Hein. C'est ce qu'on appelle la théorie de la science unifiée, auquel Stupinski a attaché son nom, et contre laquelle le dernier bouquin de Mises s'élève violemment. Hein. Ça doit marcher aussi en économie. Alors que les Autrichiens disent non, pas du tout. En économie, d'abord, les phénomènes ne sont pas mesurables. Les lois sont purement qualitatives, ne peuvent être que qualitatives. Mais par contre, les causes ultimes sont connues. C'est-à-dire que finalement, l'atome de l'économie, c'est nous. Et nous savons comment nous marchons. Nous savons. On ne sait pas complètement, mais enfin, on a quand même quelques vagues idées. Hein. Il y a quand même un certain nombre de choses que nous savons à propos de nous-mêmes et de la façon dont nous fonctionnons, sur lesquelles on va pouvoir bâtir quelque chose. Et c'est pour ça que la méthode en économie, disent les Autrichiens, et Mises en particulier, c'est la méthode dite axiomatico-déductive. Autrement dit, on pose des axiomes qui sont tirés de notre observation de nous-mêmes, nous allons raisonner de nous-mêmes, et à partir de là, par la seule logique, on en déduit l'économie. Autrement dit, les vérités fondamentales de l'économie sont des vérités a priori. Il n'est pas question de les contester. Il n'est pas question de dire c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors bien sûr, il faut bien les choisir. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Par exemple, une des façons de vérifier qu'une vérité est apodictique, comme ils disent, c'est-à-dire une façon de vérifier qu'elle est a priori, c'est est-ce que énoncer le contraire conduit à ce qu'on appelle une contradiction performative. Alors vous m'excuserez, là on tombe dans la logique. Hein. Par exemple, si je dis je suis muet, oui, c'est pas possible. Il y a une contradiction performative, puisque en disant cela, il nie ce qu'il est en train de dire. Hein, bon, voilà un exemple de vérité apodictique. Dire l'homme agit de façon consciente et délibérée, c'est une vérité apodictique. C'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas à dire que c'est faux. Bon. Donc c'est la logique verbale et non les mathématiques, et la primauté, non pas à la méthode, mais au réalisme. Si vous voulez. Si on applique comme le fait Walras, la technique des sciences de la nature à l'économie, au phénomène économique, on fait ce que font 95% des économistes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on raisonne sur des mondes imaginaires. On invente des hypothèses qui permettent d'appliquer la méthode mathématique, on démontre des propriétés de cela, par exemple la concurrence pure et parfaite, par exemple l'équilibre général, on démontre que ça possède certaines propriétés, mais une fois qu'on est là, si vous voulez, on a déduit des hypothèses, on a déduit des conclusions certaines à partir d'hypothèses fausses. Alors, ça vaut ce que ça vaut, si vous voulez. Les gens, quand on leur dit ça, ils disent, oui, mais attendez, peut-être qu'un jour, on s'apercevra que ça va servir. Hein. Et dans les discussions qu'on a, que j'ai longtemps eues avec des jeunes doctorants adeptes de ça, sur des différents blocs, c'est ça la réponse. C'est, oui, c'est vrai, on fait ça, on a des développements réalistes, mais un jour, ça servira à quelque chose. Parce qu'un jour, on s'apercevra que ça s'applique. Hein. Bon. Ça fait 130 et quelques années qu'on dit ça, et qu'on n'a pas trouvé beaucoup de cas. Voilà la classification des sciences selon Mises. Hein. Bon. La deuxième chose que je voudrais, le deuxième point que je voudrais aborder là, c'est... alors, j'ai simplement vu ici, si vous voulez, oui, un point qui est important, c'est que dans cette classification des sciences, Mises dit aussi autre chose. Il dit, mais il n'y a pas d'exclusif. Autrement dit,
les sciences se décomposent comme ça, et il y a des méthodes différentes applicables à chacune, mais pour analyser un phénomène réel particulier, il faut faire appel à plusieurs de ces sciences. Autrement dit, il est exclu qu'une quelconque de ces sciences puisse à elle seule expliquer un phénomène même. Hein. Il faut toujours faire appel à plusieurs sciences. C'est pour ça que beaucoup d'économistes, en particulier les Autrichiens, ont souvent dit un économiste qui ne connaît que l'économie est un très mauvais économiste. Parce qu'il faut qu'il allie. Et c'est un peu la réponse, si vous voulez, c'est un peu une réponse aussi aux historicistes. La réponse autrichienne, c'est mais il faut les deux. Si vous voulez. Il faut à la fois regarder des trucs particuliers et regarder les théories. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est forcément les deux. Et si on reclasse là-dedans des développements qui actuellement sont considérés comme faisant partie de l'économie, l'économétrie, par exemple, qui est l'analyse statistique des données dans le but de trouver des régularités, Mises dit ça c'est de l'histoire. On analyse des faits passés pour y trouver des régularités. Mais on ne démontrera jamais rien, on ne découvrira jamais, on ne démontrera jamais, du coup, une loi générale de cette façon-là. On en aura peut-être l'idée d'une loi générale, mais on ne la démontre pas. Pour la démontrer, il faut passer à la théorie. Autre point, actuellement, on parle beaucoup de neuroéconomie, d'économie expérimentale, où on met les gens dans des conditions particulières, on regarde comment ils réagissent à certains stimuli économiques. Mises dirait, parce que ça n'existait pas de son temps, Mises dirait, c'est très bien, il faut le faire, mais c'est de la psychologie, ça. Hein. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, mais c'est autre chose. Autrement dit, dans cet esprit-là, ce que Mises décrit, c'est une espèce de division du travail de la connaissance, si vous voulez. C'est ça, c'est pas du tout une hiérarchie des sciences. Deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est libéralisme, utilitarisme et déontologie. Dans ces œuvres que j'ai citées tout à l'heure, Allgemeine Wirtschaft, je ne sais pas trop quoi, et dans l'Action humaine, Mises s'attache à démontrer essentiellement la chose suivante, que les actions que les socialistes ou les dirigistes ou les étatistes entreprennent pour atteindre certains buts ne peuvent pas atteindre ces buts, pour des raisons purement économiques et logiques, si vous voulez. Autrement dit, quand ils condamnent le socialisme et le communisme, c'est parce que ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que c'est immoral ou parce que c'est contraire à Dieu sait quoi, c'est parce que, dit-il, ça ne fonctionne pas. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle une critique utilitariste. C'est une critique utilitariste qui dit pour que l'économie fonctionne, il faut être sûr qu'on donne satisfaction aux gens, et en particulier dans un domaine où il est très difficile de faire des prévisions, on ne sait pas, dans la mesure où il y a l'incertitude, dans la mesure où les jugements de valeur sont subjectifs, on sait qu'on ne pourra jamais donner satisfaction à tout le monde, bon, ben, il faut que chaque geste soit soumis en permanence au jugement du public, et que le jugement du public puisse l'accepter ou le refuser. Il n'est pas question de dire une fois pour toutes, on va faire ça, et puis, pof, plus personne ne discute, tout le monde s'aligne. Appliquer à la politique, cette définition-là, ça s'appelle d'une certaine façon la démocratie. Appliquer, il y a beaucoup de dire, je suis d'accord avec vous. Appliquer à l'économie, ça s'appelle le libéralisme. Mais il dit qu'il faut bien que chaque geste des gens qui ont le pouvoir de faire quelque chose soit soumis en permanence au jugement de leurs concitoyens, dans l'intérêt de qui, théoriquement, ils font ce geste. Alors cette attitude-là, qui est purement utilitariste, s'oppose à une autre attitude qui est celle des philosophes des Lumières, qui part d'une autre idée, qui part d'une idée de l'homme, et c'est anthropologique. Elle dit les hommes sont, disons, chaque individu est souverain de lui-même. Ce qui se traduit en négatif par aucun de nous n'a le droit de forcer un autre à faire quelque chose qu'il désapprouve. Bon. Axiome fondamental, ça c'est Locke, c'est Benjamin Constant, c'est des gens comme ça. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on en déduit? Quand on est extrémiste, on en déduit que les gouvernements sont illégitimes, puisque le propre d'un gouvernement, c'est effectivement d'agir par la contrainte pour forcer les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas spontanément. Par exemple, payer des impôts. Par exemple, aller faire la guerre. Par exemple, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont envie de payer des impôts ou d'aller faire la guerre. Mais ceux-là, s'ils en ont envie, tant mieux ou tant pis, je ne sais pas. Mais dans cet esprit-là, si vous voulez, dans cet esprit qui est l'esprit libertarien,
le gouvernement n'a pas le droit de les y contraindre. Ça, c'est une thèse qui sera développée par Murray Rothbard, qui est un autre élève de cette école. L'autre version de ça, c'est, oui, mais cette interdiction de contraindre les autres à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, ça ne se passe pas tout seul, il faut bien qu'il y ait une police pour l'interdire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le minarchisme, autrement dit, ou l'État limité. C'est-à-dire que l'État doit se limiter à ça, empêcher les gens de se nuire les uns aux autres. Et puis c'est tout, mais il ne peut pas aller plus loin. Bon. Et c'est évidemment une attitude différente de l'attitude utilitariste de Mises. Alors, beaucoup d'auteurs ont dit qu'il y a un conflit entre les deux. Et il y a une chose que personnellement je n'ai jamais tranchée, il faudrait que je retourne l'écran détail. Mises et plus sa correspondance que ses œuvres d'ailleurs. Des gens disent que Mises était opposé à la vue déontologique et que Mises était opposé à la vision qu'on appelle les droits naturels, qui sous-tend, si vous voulez, la vision déontologique. Dans mon esprit, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'opposition entre les deux, si vous voulez. On peut très bien dire, on peut très bien à la fois souscrire à la doctrine des droits naturels, la doctrine déontologique de Benjamin Constant, et en même temps, pour lutter contre une certaine déviation, décider pour ça de s'en tenir à une critique utilitariste. L'un n'exclut pas l'autre. C'est un peu, ça rejoint un peu une querelle, vous êtes peut-être parlé à propos d'Adam Smith. Et pendant un moment, on parlait de Das Adam Smith problème, en disant comment se fait-il qu'Adam Smith a écrit un premier bouquin, La théorie des sentiments moraux, où il dit que l'homme est notamment altruiste, l'empathie, etc. Et le deuxième, où il dit que l'homme n'agit dans son propre intérêt, et blablabla. Bon, c'est une question de méthode, si vous voulez. C'est-à-dire, dans le premier bouquin, il étudie, dans le deuxième, il en étudie un autre. Mais c'est tout à fait admissible que les deux aspects coïncident. C'est toujours, coexistent dans les mêmes personnes. C'est toujours la vieille histoire de division du travail de connaissance, découper la difficulté en autant de parties qui est nécessaire pour la résoudre. Enfin, mais là je m'aperçois que le temps passe vite, je ne vais quand même pas vous priver de cette théorie des cycles économiques, le dernier point, pour vous donner un exemple de raisonnement. Je vais essayer d'aller vite. Repartons de la théorie de l'idée du calcul économique. Avec cet entrepreneur qui examine différentes lignes de conduite possibles pour lui, différents plans d'action pour lui, et qui essaie de choisir entre les différents plans d'action. Il se livre à du calcul économique en utilisant les prix des facteurs, les prix de vente espérés des trucs, etc. Il fait son petit calcul, il peut donc dire, voilà, ça va me coûter tant et ça va me rapporter tant, bon, avec des marges d'incertitude, etc. Et il a une liste de plans d'action qu'il peut entreprendre, avec à chaque fois ce que ça rapporte, ce que ça a, et il peut à chaque fois, en utilisant les techniques d'actualisation, il peut à toutes les fois calculer ce qu'on appelle un taux de rendement interne, en disant, il faut que j'investisse tant, mais ça me rapporte tant, donc si c'était un placement en bourse, ça me rapporterait un taux d'intérêt de tant. Bon. Et il se dit, il compare au taux d'intérêt du marché. Autrement dit, il dit, tous les plans d'action qui me rapportent plus que le taux d'intérêt du marché, si j'ai les sous pour les entreprendre, je les entreprends. Bien sûr. C'est le meilleur placement que je peux faire de l'argent que j'ai. Bon. Si une fois que j'ai fait ça, il me reste des plans d'action qui vont me rapporter, donc je pense qu'ils vont me rapporter plus que le taux d'intérêt du marché, j'ai intérêt à emprunter pour les réaliser. Si par contre, j'ai pas assez de plans sous la main, je ne suis pas assez malin, je ne suis pas assez imaginatif, je n'ai pas assez de plans pour... tous mes plans Attendez, non, je suis un peu paumé là. C'est ça, il est... Je suis intérêt à emprunter. Par contre, si je n'ai pas assez de plans pour épuiser tout l'argent dont je dispose, j'ai intérêt à le prêter, celui-là, à l'extérieur. Donc, à travers ces plans-là et ce calcul économique, une des conséquences, c'est de générer une partie de l'offre et de la demande de capitaux. Le reste étant fait par d'autres organismes, par des particuliers, etc. Maintenant, comment sont fabriqués les taux d'intérêt? Alors, les taux d'intérêt, c'est simple. Il y a une offre de capitaux d'un côté, une demande de capitaux pour l'investissement de l'autre, et entre les deux, ça s'équilibre. Si tout d'un coup, les gens, le public, a envie de consommer, de consommer moins aujourd'hui pour consommer plus demain, ça veut dire qu'il va créer une offre de capitaux, donc il va créer une épargne qui
qui se transforme en une offre de capitaux et qui va donc faire baisser les taux d'intérêt du marché. Mais comme les taux d'intérêt du marché baissent, ça veut dire que tout d'un coup, il y a des plans d'entrepreneurs qui jusqu'ici n'étaient pas rentables, qui vont le devenir. Et que donc les entrepreneurs vont entreprendre. Et à travers ce système, il y a donc un certain équilibre, vague équilibre, parce que pour les Autrichiens, il n'y a jamais d'équilibre parfait. Hein. Disons qu'il y a covariance entre l'investissement, entre l'épargne et l'investissement. Hein, bon, ça ne garantit pas, évidemment, que les investissements sont bien, l'épargne sera bien utilisée. Mais supposons maintenant que le gouvernement dise je ne peux pas tolérer ça, je ne peux pas tolérer que les taux fluctuent, que le taux d'intérêt varie, etc. Ça pose un problème de change avec les autres pays, il faut que je stabilise tout ça, et il faut que je développe l'investissement, parce qu'on n'investit pas assez, blablabla, donc ça c'est Keynes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser les taux d'intérêt et ou créer de la monnaie, ce qui est autre chose, ce qui est la même chose. À ce moment-là, les taux d'intérêt baissent, les entrepreneurs ils disent ah, chic, il y a des plans qui n'étaient pas rentables jusqu'ici, qui vont le devenir, donc ils entreprennent plus de plans, etc., qui étaient à la limite de la rentabilité jusque-là et tout. Supposons que ce soit fait une seule fois, à ce moment-là. Cette injection de monnaie, bon, elle est faite. Quand elle est faite, les taux d'intérêt retrouvent leur équilibre, etc. Les entrepreneurs s'aperçoivent à ce moment-là, ben, zut, on s'était planté, ça n'était qu'un feu de paille et tout, ils vont tout rectifier et les choses vont rentrer dans leur droit. Bon. Mais évidemment, le gouvernement, il trouve que c'est pas bien, donc il va en remettre. Hein. Il va faire du quantitative easing une fois de plus, il va remettre de l'argent au pot, il va refaire de la création monétaire, etc. Ce qui fait que petit à petit, la structure, rappelez-vous Bumbawerk, la structure d'appareil de production avec les différentes étapes, etc., la structure de l'appareil de production, elle va devenir disproportionnée avec ce que les gens veulent vraiment consommer à long terme. Elle va être disproportionnée à la fois en quantité et en qualité. C'est-à-dire ça ne va plus être ce que les gens voulaient. Et un jour, il va falloir que ça craque. Et c'est ça la crise. Un jour, il va bien falloir que le gouvernement arrête de pomper de l'argent dans l'économie, comme on dit. Et ce jour-là, les gens vont s'apercevoir qu'ils sont très très loin, enfin, l'appareil productif va s'apercevoir qu'ils sont très très loin de là où ils devraient être. À la fois, je vous dis, en quantité, mais surtout en qualité, c'est-à-dire que ce qu'ils ont bâti ne peut pas produire exactement ce que les gens veulent, hein, et donc ben, il va falloir remettre tout ça à plat, et donc d'où crise, d'où des investissements, d'où licenciements, d'où blablabla. Et ce qu'en déduisent les Autrichiens, Mises en particulier et les autres, c'est qu'il ne faut surtout pas empêcher les petits ajustements de se produire. Parce que, si vous voulez, c'est comme dans les trucs sismiques, vous savez, un tremblement de terre, c'est quand vous avez des plaques qui glissent l'une sur l'autre un petit peu, mais elles arrivent à glisser un petit peu, les contraintes augmentent, et puis tout d'un coup, clac, ça craque, et c'est un raz-de-marée, et c'est vraiment un gros tremblement de terre. Alors que là où, et c'est d'ailleurs une façon de prévenir les tremblements de terre que la solitude, si à chaque fois qu'il y a un petit glissement, on s'arrange pour qu'il ait lieu et qu'il ne crée pas de contraintes, ça va, si vous voulez, il n'y aura jamais de tremblement de terre derrière. Hein. La conséquence de ça, c'est que dans la vie autrichienne, les crises, c'est la conséquence inéluctable des booms. Puisque tant que ça marchait bien, tout le monde était content, hein, mais le jour où ça ne marche plus, il est trop tard. Il est trop tard. Le mal est fait. Ce qui est totalement contraire à l'opinion dominante, qui est que tout va bien, puis un jour on ne sait pas pourquoi. Un jour on ne sait pas pourquoi il y a une crise. On se demande pourquoi. On ne comprend pas bien. Bon. Sur autrichienne, non, non, c'est parce qu'avant, il y avait un désajustement de l'appareil de production. Préconisation. Hein. Excusez-moi, mais je vais prendre plus de temps que j'avais prévu, j'espère. Je vous vois assez attentifs dans l'ensemble, donc je n'ai pas trop discuté. Préconisation. Préconisation, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, quand la crise éclate? Les Autrichiens disent rien. Rien. Parce que le mieux qui puisse se produire, le mal est fait, de toute façon. Le mal est fait. Donc, le mieux qui puisse se produire, c'est qu'on revienne vite à une situation raisonnable. Hein? Donc, qu'on laisse ce qui ne peut pas marcher se casser la figure, qu'on laisse les gens réinvestir là où il faut investir, où ils n'avaient pas investi avant parce qu'ils avaient préféré investir ailleurs. Donc, rien. Alors, je sais bien que ce n'est pas une situation c'est pas une réponse très, très satisfaisante, ça.
Et là, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, parce que le mal est fait, d'accord, mais le vrai problème, c'est qui va payer les pots cassés et comment. Sachant qu'il y a des pots cassés, de toute façon, ça, qu'il y ait des pots cassés, c'est indéniable. Mais le problème, c'est qui va les payer et comment. Hein. Donc ça rentre dans des trucs de justice sociale, etc. Deuxième préconisation, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter? Ah ben, la réponse autrichienne est toute simple. Il ne faut surtout pas jouer avec les taux d'intérêt et la monnaie. Il faut les laisser s'ajuster au marché. Ce qui est effectivement tout à fait cohérent avec le libéralisme. Il faut les laisser s'ajuster. Autrement dit, il faut laisser les prix s'ajuster à la demande du marché. Il faut laisser les changes s'ajuster, il faut les changes flottants. Il faut laisser les taux d'intérêt flotter, parce que comme ça, c'est la meilleure façon qu'on a de s'assurer que les ajustements ils vont se produire en permanence et pas conduire à un gigantesque ajustement qui va produire la crise. Alors comment faire maintenant pour ne pas créer trop de monnaie, par exemple? Parce que là, l'une des conséquences, c'est que la monnaie doit être strictement contrôlée. Et là, il y a deux écoles, je vais juste les mentionner au passage. L'école traditionnelle, c'est l'étalon or et les réserves à 100%. Et les réserves à 100%. Tandis que ça, c'est la position de Mises, c'est la position de Rothbard, la position d'un certain nombre d'autres qui disent il n'y a qu'une seule solution, c'est d'en revenir à l'étalon or. Et d'ailleurs, l'or a été choisi pour ça. Pourquoi a-t-on choisi l'or? Pourquoi, spontanément, nos ancêtres ont-ils choisi l'or comme monnaie? C'est parce que c'est d'une part pour des raisons physiques. Parce que c'est des trucs qui peuvent se découper en tout petits morceaux, c'est inaltérable, etc. Donc ça peut circuler sans trop de problèmes physiques. Hein. Mais la deuxième raison, c'est que c'est extrêmement difficile à produire. Donc, comme c'est très difficile à produire, on est sûr que la quantité variera pas beaucoup. Ce qui est exactement l'opposé des thèses keynésiennes et autres, qui disent qu'il ne faut surtout pas l'or, parce que c'est beaucoup trop difficile à produire. Hein. Alors que là, c'est justement pour ça qu'il le faut. Donc, voilà, une des écoles. Hein. L'autre école, c'est l'école qui a été lancée par Hayek en 1974, mais il y avait eu d'autres prédécesseurs avant, mais qui a été rappelée par Hayek avec force en 1974 dans la dénationalisation de la monnaie, c'est qu'il faut privatiser, il faut avoir des monnaies concurrentes. Ce qui fait que pour chaque bien, l'offre correspond à la demande, finalement c'est la concurrence. Quand on y réfléchit bien, il n'y a pas d'anneau, ça ne marche pas pour la monnaie. Autrement dit, ce qu'il faut faire, c'est laisser à chacun le libre choix des monnaies dans lesquelles il veut travailler. Et, alors, il y a toute une discussion très intéressante là-dessus, où là aussi, il y a eu beaucoup de malentendus, parce que ce que dit Hayek, c'est, si on fait ça, il se passera la même chose que ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire que les gens, parce qu'il y a quand même intérêt à ce qu'il n'y ait qu'une seule monnaie dans le monde, ou du moins pas trop, il n'y a pas intérêt à ce qu'il n'y en ait qu'une seule, il y a intérêt à ce qu'il y en ait deux ou trois, facilement convertibles l'une dans l'autre, ne serait-ce que parce que si on a une qui est mal gérée, les gens peuvent tout de suite se reporter sur la suivante. Hein. Pas la peine d'en inventer une nouvelle pour remplacer celle qui a défailli. Non, ils peuvent tout de suite se reporter progressivement sur la nouvelle. Donc, et petit à petit, les gens vont converger relativement rapidement, dit-il, vers une, deux, trois monnaies mondiales. Et puis voilà. Mais il ne dit pas du tout qu'il faut qu'il y ait 1000 monnaies en circulation concurrente. Il dit simplement qu'au départ, la façon de démarrer le processus, c'est bien de rendre les monnaies existantes concurrentes entre elles. Et le public choisira celle qu'il préfère, celle au pluriel qu'il préfère. Mais il faut bien partir de là, de la réalité. Voilà. Alors, voilà, si vous voulez, des exemples là où vous voyez comment de la théorie du calcul économique, on arrive comme ça à la théorie des crises, à la théorie de la monnaie. Alors, rapidement, où en est-on maintenant? Alors, je vais essayer d'aller très vite, là, du coup. Si je reprends ça, évidemment, la tendance qui consiste à dire les économistes sont là pour dire au gouvernement ce qu'ils doivent faire pour sauver le monde, elle n'a fait que croître et embellir, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans la situation que je vous décrivais au début, où l'école autrichienne, elle est très marginalisée, c'est tout juste si on en parle, si vous voulez. J'ai vu par exemple récemment un bouquin d'économie où parmi les fondateurs de l'école, alors il parle du marginalisme, il faut bien, mais pour lui le marginalisme c'est Jevons Sevalras, il ne cite même pas Menger par exemple, parce qu'il est anathémisé comme tout le reste de l'école autrichienne. C'est pour ça que Hayek est considéré comme un très dangereux ultralibéral et rien d'autre,
et que Mises, lui, alors un hurluberlu complet, dont il vaut mieux ne pas parler. Donc on en est là, globalement. Cela dit, si on regarde quand même depuis... Alors, il y a eu quelques événements, enfin, il y a eu en particulier aux États-Unis une commission dite la Coles Commission qui a été créée à l'initiative du gouvernement justement pour développer les techniques de prévision et de gestion de l'économie dans une perspective keynésienne et autour de laquelle se sont agglutinés tous les économistes américains et ce qui a donné sa prééminence à ce mainstream ou cette économie orthodoxe aujourd'hui. Cela dit, il s'est passé beaucoup de choses depuis, parce qu'il y a quand même énormément d'économistes dans le monde, et ils ne sont pas tous, si vous voulez, sectaires, ni sectaires au sens autrichien du mot, ni sectaires au sens orthodoxe du mot. Il y en a quand même beaucoup qui se rendent compte des limitations de l'économie dite orthodoxe. Il y en a quand même pas mal qui explorent d'autres voies. Et je voudrais rapidement vous en... bon, ça, oui, je vais passer vite là-dessus, parce que d'autant plus que je ne rends pas justice à tout le monde. Sur les différents... Bon, je ne peux pas vous le rappeler à l'instant. Je vous donnais là une liste d'économistes. J'avais une liste d'économistes américains qui est très courte. En tout cas, l'école autrichienne, en gros, s'est transportée aux États-Unis maintenant. Et c'est là qu'elle prospère. Et elle a évidemment pas mal d'émules dans le reste du monde. Elle a un certain nombre d'organes que vous pouvez consulter, de temps en temps, vous pouvez aller voir. Le centre, c'est vraiment le Ludwig von Mises Institute, enfin qui prend des positions vraiment misésiennes, et il faut savoir qu'il y a des économistes autrichiens qui ne sont pas d'accord avec les positions misésiennes, hein. Donc il faut le savoir, vous les trouverez ailleurs. Voilà, je passe vite là-dessus, mais vous pouvez vous y référer si vous voulez. Voilà, le retour. Alors, quelques exemples, si vous voulez. D'abord, très très tôt dans l'histoire, il y a des tas de gens qui ont dit que l'image de l'agent économique parfaitement informé, parfaitement rationnel, ça ne colle pas, je veux dire. Donc il faut trouver autre chose, ce qu'on appelle la rationalité limitée. Alors, un certain nombre d'auteurs qui sont considérés, comme dans le mainstream d'ailleurs, comme orthodoxes, ont développé cette thèse. Il y a pas mal de gens qui ont dit l'équilibre, c'est pas vrai, l'économie n'est pas en équilibre. Donc il faut trouver des théories qui vont expliquer l'évolution et tout, avec des équilibres. L'économie industrielle s'intéresse aux entreprises, à la façon dont elles fonctionnent, dans cette industrie de marché. Là, on est bien forcé d'aller voir autre chose, si vous voulez, aussi. Il y a maintenant, j'en ai parlé de l'économie expérimentale, le fait que de plus en plus de gens raisonnent en dynamique maintenant. C'est-à-dire, de plus en plus d'économistes maintenant ne se contentent pas d'étudier l'équilibre, ils voient comment les choses évoluent. Et ça se traduit par un changement de paradigme jusqu'il y a une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, non moins que ça d'ailleurs, enfin, jusqu'à une trentaine d'années, le centre méthodologique de l'économie, c'était orthodoxe, c'était les théories de l'équilibre général. Maintenant, les vrais centres méthodologiques, c'est la théorie des jeux, d'une part, où effectivement on voit comment des acteurs qui ont leur propre motivation évoluent dans le temps, se répondent les uns aux autres, etc. Et un truc qui maintenant démarre, qui s'appelle sous l'agent-based modeling, c'est maintenant la possibilité de représenter tout ça par des modèles informatiques qui peuvent être extrêmement complexes, où du coup on peut représenter le comportement de chaque agent de façon extrêmement fine par des modèles très complexes et étudier leur interaction entre eux. Donc tout ça, si vous voulez, ça amène à s'intéresser à la réalité des choses. Hein. Et puis, il y a de plus en plus de critiques méthodologiques qui se font jour. On entend de plus en plus dire que la macroéconomie a complètement failli. L'idée qu'on peut raisonner sur les grands équilibres au niveau national sans faire référence aux événements élémentaires, tout ça, il y a de plus en plus d'économistes qui disent tout ça c'est zéro. Ça a complètement failli, ça ne servait à rien. Je ne dis pas que c'est l'opinion générale. Enfin, crise et monnaie, ça c'est un peu la même chose. Si vous voulez. Bon. Ce qui veut dire que si vous regardez l'économie maintenant, il y a des tas de gens qui font avancer, dit-on, l'économie orthodoxe en utilisant des concepts autrichiens, en le sachant ou sans le savoir. Bon. Si bien qu'aujourd'hui, l'économie autrichienne en tant qu'école de pensée est marginalisée, mais en tant qu'influence, elle est, je crois, très très importante. Et on peut dire que tout est permis dans ce domaine. On peut utiliser, si je donnais un conseil à des jeunes économistes
comme il y a dans cette salle, c'est bien sûr de se pénétrer l'économie autrichienne, d'utiliser les thèses autrichiennes et les méthodes autrichiennes, mais surtout sans le dire. Hein? Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas dire, c'est dire « je suis moi, je me rattache à l'économie autrichienne ». À ce moment-là, à partir de ce jour-là, vous êtes jeté par l'establishment économique. Alors, qu'il y ait quelques hurluberlus du genre de Mises à son époque, ou de quelques-uns dans cette salle et orateurs aujourd'hui, qui maintiennent, si vous voulez, la doctrine, l'Église, la loi pure et dure, c'est pas mal, mais à condition de n'avoir rien à risquer pour sa carrière, ce qui est mon cas, bien sûr. Voilà, je vous remercie. J'espère